C'était une de mes meilleures séances de ma vie, quoi. C'est un film pour lequel j'ai de la tendresse. C'est un film qui se pose la question de pourquoi est-ce qu'il existe. C'est un film qu'il faut pas aller voir en couple. Je suis pas sûr que je sois en capacité d'installer une fibre optique non plus. Laurent va me tuer, j'aurais dû me mettre à une autre place. Il échoue à me faire ressentir ce que c'est que le sentiment d'être une femme qui vieillit. Moi je suis pas d'accord. Mais moi non plus je suis pas d'accord, mais je sais pas comment te le dire. J'ai rien capté. Honnêtement, je crois que j'ai rien capté à ce film. Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est ce camp de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Que diriez-vous de remonter le temps sans bouger de votre canapé ? Hier, de Robert Zemeckis nous fait revivre les plus belles années de notre vie bien au chaud dans un salon, quand la réalisatrice Coralie Farja nous promet de retrouver le corps de nos 20 ans sans effort grâce à The Substance. Si les minutes qui défilent vous font peur, sachez que nous en consacrerons quelques-unes au cinéma d'horreur à la française. C'est le focus du jour. Dans la vie comme en amour, on est parfois à contre-temps, déplore Emmanuel Mouret dans 3 amis, et les co-réalisateurs François Ruffin et Gilles Perret nous rappellent que le temps, c'est beaucoup plus que de l'argent avec leur documentaire Au boulot. Peu d'argent mais beaucoup de temps, c'était mon quotidien plus jeune quand je me suis enquillé les 6 saisons de Teen Wolf, et ce soir justement c'est moi qui me mets au boulot pour la carte blanche, ma première à ce micro, consacrée à l'un de mes plus grands plaisirs coupables. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio, action. Pour commencer, un grand merci au cinéma L'Entrepôt qui nous accueille aussi chaleureusement chaque semaine. Et merci à vous, nos auditeurs, vous êtes toujours plus nombreux et vraiment, ça nous va droit au cœur. Pour les petits nouveaux, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube, ainsi que sur les réseaux Instagram, Twitter et TikTok. On prend tout, les likes, les étoiles et surtout les commentaires. Voilà, ça nous fait toujours plaisir de connaître vos avis, que vous soyez d'accord avec nous ou non. Cette semaine, autour de la table, trop bien, l'équipe au complet. Yuri, bonsoir. Bonsoir. J'ai encore envie d'inventer des trucs, mais pas du tout. Tu es compositeur de musique de film et scénariste. Et prof d'aérobic. Mais ça, c'est génial. Et je veux une petite démonstration puisqu'on est sur YouTube. Manon, tu es journaliste chez Combini et tu reviens de Tokyo. Oui, bonsoir. J'aurais aimé que tu nous le dises en japonais. Valentin, toi, tu es journaliste indépendant. Tout à fait, bonsoir. Romane, tu es scénariste et chargée de développement dans la production. Bonsoir. Imen, tu es auteur, romancière, scénariste. Félix, tu es réalisateur. Et Laurent, tu es retraité, mais tu es aussi le mécène de La Perche dans le cadre. Précisément, je suis le sugar daddy de La Perche dans le cadre. Plus exactement. Et j'ai aussi inventé l'aérobic. Et voilà, et on t'appelle Daddy ce soir. C'est un bon nom d'aérobic en plus. Évidemment, on va parler cinéma, mais d'abord, on va parler chiffres. C'est le box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi ? Alors Yuri, c'est toi qui nous donne les chiffres de cette semaine. Oui, je suis préposé à ça, visiblement. Donc les gens sont encore allés au cinéma cette semaine. Vive les vacances. L'amour ouf continue d'être en tête de ce box-office puisqu'il fait 865 000 entrées pour sa 3e semaine d'exploitation, donc une perte d'à peine 25% entre sa 2e et sa 3e semaine, c'est-à-dire qu'il cumule aujourd'hui 3 millions et quelques d'entrées. Pour vous rendre compte de ce que ça veut dire pour un film comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est un film qui a coûté très cher, qui a coûté 35 millions et qui dure 2h45, donc peu de séances par jour, donc les gens vont quand même beaucoup le voir. Et moi personnellement je trouve que c'est très bien comme ça. Venom 3 voilà existe. Dont on n'a pas parlé. Non voilà, mais ça existe hein, voilà, faut le dire hein, il est en deuxième. Alors il est derrière quand même l'amour ouf, il fait 730 000 entrées, en suivi de près par Monsieur Aznavour et surtout de Juré numéro 2 qui fait 454 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est un excellent score, une moyenne par copie de 1000 spectateurs à peu près. Et c'est les 2 films auxquels on a consacré nos focus la semaine dernière pour Juré 2 et il y a 2 semaines pour Monsieur Aznavour. Absolument. Et Juré numéro 2, j'aimerais juste rappeler qu'il est complètement enterré aux États-Unis pour sa sortie salle, où il est sorti sur à peine 20 écrans sur l'intégralité des États-Unis. Il va être retiré de la distribution la semaine prochaine, donc il aura fait à peine 15 jours en salle, parce qu'il y a plein de théories existent. La théorie principale serait que Warner considère que c'est pas un film assez rentable pour la salle, sachant qu'il a coûté pas vraiment très cher, mais que donc par conséquent ils vont le bazarder sur la plateforme HBO Max dès que possible. Et voilà, donc la carrière de Clint Eastwood, dont on a aussi évidemment parlé, comme tu l'as rappelé la semaine dernière, se termine par un direct-to-vidéo un peu tristoun. Heureusement que Cocorico, les Français, soutiennent encore ce film. Je termine ensuite par Anora, qui est en 6e position, donc un
excellent score aussi de 214 000 entrées pour sa première semaine. Et Flo, le petit chat qui n'avait plus peur de l'eau, qui fait mieux que Croquette, le chat merveilleux. Ouais. Et là, on est très content puisque c'est un film qu'on a également beaucoup aimé dans La Perche. En vrai, les gens sont quand même allés voir beaucoup de films intéressants et pas trop mal. Donc, franchement, on va continuer. Genre Venom 3. Non, mais Et Anora, dont on a parlé aussi la semaine dernière, mais tu sais ce qui est tristoun, Yuri ? non. C'est que j'ai dit qu'on était au complet, mais on n'était pas à ce moment-là au complet autour de la table, et donc les absents ont toujours tort. J'ai fait 2 oublis, c'est terrible. Alban, Docteur Alban est aussi parmi nous ce soir. Et Rita, le petit cerveau, enfin le grand cerveau, pardon, je sais pas ce qui me prend, derrière Seize the Movie, tu n'es pas avec nous ce soir car tu es fiévreuse, mais tu seras à distance pour ce petit duplex. Je te dis bonsoir. Bonsoir, je suis sur Skype, très à l'ancienne. Génial. C'est la 2e fois que tu es à distance. La dernière fois, tu étais au Maroc, c'était mieux que malade. C'est Romane, cette semaine, qui nous donne des petites news, et c'est Alpha x2. Oui, On dirait un mot de code. j'allais dire x3 puisque x3, ça n'est pas Trump qui a été élu, mais plutôt Julia Ducournau qui tourne en fait son nouveau film qui s'intitule Alpha en ce moment même, en Normandie je crois, et qui se passe notamment avec Tahar Rahim qu'on a vu un peu sur les plateaux télé amaigris. Très amaigri, pour ouais. Je faire, crois qu'il était malade au départ. quand il faisait la promo d'Aznavour. Mais ça n'est pas tout, puisqu'on va aussi avoir le droit à un alpha gang tombé du ciel féminin, puisque Kate Blanchett, Léa Seydoux et Zoé Kravitz vont jouer ensemble dans un film qui s'intitule donc Alpha Gang, et qui apparemment est une sorte de comédie d'aliens. Donc on a tout à fait hâte de voir ça. Non mais là, pour toi, c'est Noël. Oui, c'est le Holy Trinity, là pour moi, je suis ravie. Et c'est une très bonne nouvelle. Le premier film dont on parle ce soir, c'est donc Here, les plus belles années de notre vie, de Robert Zemeckis. On écoute la bande-annonce. Zemeckis, je vais y arriver. I'd like you to meet Margaret. Nice to meet you, Margaret. Nice to meet you, Mr. Young. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Près de 40 ans après Retour vers le futur, Robert Zemeckis revient cette fois dans le passé, jusqu'à la préhistoire, pour faire défiler les époques en plan fixe dans un salon, Yuri. Oui, alors ça commence, comme tu l'as dit, à la préhistoire, donc il n'y avait pas encore de salon à l'époque. Ça non, commence on le construit. À l'âge des dinosaures. Ça, le film s'ouvre sur la météorite qui ravage la tronche de nos amis dinosaures. Et en effet, la caméra ne va pas bouger du tout pendant 1h40. Donc c'est un dispositif qui va donc permettre de voir l'évolution du temps. La maison qui se construit. La maison qui se construit, les différentes personnes qui vont venir l'habiter, les différentes époques qui vont cohabiter parfois au sein du même plan, avec quand même une concentration particulière sur l'histoire familiale du personnage joué par Tom Hanks et le couple qu'il forme avec Robin Wright à l'écran. Pour rappel, Robert Zemeckis, c'est le réalisateur, entre autres, de Forrest Gump. Et oui, c'est le couple mythique. Qui est déjà avec Tom Hanks et Robin Wright, et écrit par le même scénariste Eric Roth, et avec toujours à la musique Alan Silvestri. Donc c'est un peu la même Dream Team qui revient aux commandes 30 ans plus tard pour un résultat aussi culte, on va en débattre. Moi, c'est un film pour lequel j'ai de la tendresse. Je ne sais pas trop si c'est un bon début, mais en tout cas, c'est un film pour lequel j'ai de la sympathie. Et en tout cas, c'est un film que je trouve intéressant, plus au regard de la filmographie de Zemeckis qu'en tant que film à part entière. Zemeckis, tu sais ce qu'on dit, hein, quand on commence à dire qu'un film est intéressant au vu de la filmographie du réalisateur, en général, c'est que c'est une fin. Oui, mais j'aimerais quand même encourager plutôt, plus ou moins les gens à s'y intéresser, plutôt parce que je trouve que le dispositif en fait est intéressant. Le fait de filmer en plan fixe pendant 1h50, c'est quand même un pari, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se dire, faut y arriver. C'est très théorique et ça marche pas toujours, faut le dire, mais j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, dans un premier temps, j'aimerais quand même souligner à quel point Zemeckis, dans sa carrière, a toujours été quelqu'un qui a tenté des dispositifs techniques nouveaux, pas tout à fait réussis, parfois très réussis. Et notamment, si on pense à Forrest Gump, pensez aux images d'archives qu'il y a dans Forrest Gump. La manière dont c'est incrusté, c'est absolument, à l'époque, et c'était extraordinaire. Et il a quand même parfois tenté des technologies, notamment avec la motion capture, avec le Polar Express ou Scrooge ou Beowulf, et ça donne des résultats parfois compliqués, mais qui sont toujours un peu dans une forme d'expérimentation. Et moi, c'est le Zemeckis qui m'intéresse, contrairement au Zemeckis qui cachetonne en faisant Pinocchio, quand il tente comme ça des dispositifs techniques innovants,
pas toujours réussi, mais en tout cas qui tente un truc avec le médium même du cinéma. Et là, il le tente notamment par une technologie de rajeunissement des personnages sur laquelle on reviendra. Mais en tout cas, voilà, moi, de ce point de vue-là, le film m'intéresse. Après, on reviendra sur les défauts réels du film. Et t'as pas mentionné Roger Rabbit dans les films dans Roger lesquels Rabbit, effectivement voilà, il y a une exactement, où il y a un mélange de prise de vue réelle et d'animation 2D cartoon qui est... En tout cas, il y a toujours comme ça une espèce de prise de risque formelle, technique chez lui que moi j'aimerais souligner. Alors Laurent, je t'ai vu faire un cœur avec tes mains quand Yuri a mentionné l'équipe créative derrière à la fois Forrest Gump et ce nouveau film Here, Les plus belles années de notre vie. Ils ont vieilli eux aussi. C'est-à-dire que alors Alan Silvestri, il en a quand même encore sous la pédale. C'est vraiment, la musique est sublime. La musique est quand même hyper bien, le mec est encore là, quoi. Et bravo, tant mieux, ça fait plaisir parce que vraiment, c'est de loin le meilleur truc du film. Alors moi, j'en sors un peu. Le dispositif et la musique, vraiment fou. J'ai rien capté. Honnêtement, je crois que j'ai rien capté à ce film. C'est-à-dire que je comprends pas ce que ça fout là, je comprends pas ce qu'il a vraiment cherché à faire. C'est-à-dire que soit c'est hyper naïf et globalement un peu con, et que le projet c'est de dire genre le cycle de la vie continue. C'était pas forcément mieux avant, c'était différent, mais on vit tous un peu la même chose. Franchement, si c'est pour enfoncer des portes ouvertes et dire des lieux communs aussi bébêtes, est-ce qu'il fallait faire un film ? J'en sais rien. Je crois pas. Je pense que si le mec a pas de meilleur projet que ça à proposer, ça me surprend un peu, même si je me dis que du coup, il est vieux, en fait. Et que je pense que ça transparaît dans le film. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est intéressant, on regarde aussi avec sa filmographie. Moi, j'ai trouvé le film assez crépusculaire, en fait. On est un peu dans la phase où on a l'impression que les vieux un peu de la génération du Nouvel Hollywood, alors on en parlait tout à l'heure hors antenne, il n'est pas complètement du Nouvel Hollywood, il arrive un petit peu après, mais c'est quand même un peu la même génération de gars qui maintenant font des films pour expliquer au monde, le monde, l'univers, la vie et tout le reste, quoi. Comme si c'était, maintenant ils avaient découvert une espèce de clé secrète de la vie et qu'ils étaient suffisamment vieux pour expliquer ce qu'ils pensaient du monde. Malik n'a pas attendu d'avoir cet âge-là pour faire Tree of Life. Oui, alors moi je l'ai pas vu et Dieu merci. Il y a des dinosaures aussi. Mais il y a des dinosaures aussi, mais est-ce qu'il y a des météorites ? Ouais, oui. Mais bref. Mais toujours est-il que il y a quelque chose quand même un peu, mais c'est le Coppola, Coppola clairement. C'est quand même beaucoup plus regardable que Coppola. C'est beaucoup moins difficile que Megalopolis, mais on sent que c'est un petit peu le même projet. Il a envie de faire des grands discours sur la vie et il le fait à travers un film. Et honnêtement, c'est un petit peu triste, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il a pas grand-chose de très intéressant à baver et il pourrait aussi bien faire autre chose. Alors après, tu parles des problèmes de la question technique. Alors le de-aging, le fait de rajeunir les acteurs. En fait, le de-aging en lui-même est quand même pas dingue. C'est une technique qui est quand même pas ultra aboutie, j'ai l'impression. Il a investi tout un film en tout cas. Non mais en tout cas, alors pour la petite histoire, il a investi financièrement même dans une boîte qui a développé cette technologie. Donc il y a tout un travail de recherche et développement qui a été fait autour de ça. Donc en fait, le film sert aussi de terrain de jeu et d'expérimentation sur cette technologie. Mais il faut arrêter. Vos arguments sont vraiment de mieux en mieux pour essayer de nous convaincre qu'il y a des choses à sauver dans le film. Non mais c'est pas un argument, c'est du contexte. Mais parce que dans le fond, en fait, techniquement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pas très belles, et notamment le côté de-aging qui flirte avec l'Uncanny Valley parfois, les moments où on voit notamment les acteurs en gros plan, il y a des moments quand même qui sont un petit peu c'est là la limite en fait du dispositif, c'est qu'en fait il les filme toujours de très loin, le plus loin possible pour pas qu'on voit leur visage, et au bout d'un moment t'as envie de les voir de près, quoi. Et même si dans le fond je trouve pas parce que c'est trop moche, mais même si dans le fond je trouve que le dispositif est intéressant, c'est vraiment ce plan de caméra fixe qui est quasiment gardé tout le long du film et que je trouve, sauf la dernière séquence, mais que je trouve assez malin et assez, je sais pas, nouveau, on tente un truc au moins. Et finalement relativement réussi, parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes de rythme dans le film. À chaque fois en fait il se passe des trucs, on change d'époque, on raconte autre chose, et du coup on arrive en fait à récupérer comme ça le spectateur. Le film a quand même quelques arguments, on va dire, dans les émotions qu'il tente de faire passer, qui sont parfois un peu tire-larme, parfois un peu lourdingue. On reste quand même dans du cinéma américain assez académique, où on en fait un peu des caisses, on va raconter des trucs. Bon, il n'y a pas beaucoup de subtilité, mais il y a vraiment des moments, moi, qui m'ont un peu chopé, où je trouve que ça fonctionne. Quand on parle d'Alzheimer, quand on parle du deuil, quand on parle de l'alcoolisme, des gens qui reviennent de la guerre et tout. Il y a des trucs comme ça un peu intéressants. Mais en réalité, en dehors de ça, en fait, c'est faible. C'est-à-dire que ça donne un truc qui, au final, est quand même assez léger, un peu faible, tient sur le gimmick, mais en fait pas vraiment au-delà de ça.
et qui dans le fond en fait montre bien que en dehors de juste l'idée est marrante, du coup je vais faire ça et je vais en profiter pour essayer de donner ma vision de l'univers et de la vie qui est pas toujours très réjouissante et qui à mon avis mériterait qu'ils se réfléchissent un petit peu plus. Il y a rien quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi on était là en dehors du... Après moi je trouve un peu dur sur l'histoire parce que en effet il y a plein d'histoires en fait. C'est des histoires entremêlées. Oui voilà, mais pour expliquer comment ça se passe, il y a un seul plan en effet de caméra, mais les images sont pas toujours de la même époque en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il va superposer des cadres au sein de la même image qui font qu'en fait les époques vont plus ou moins se répondre. Parfois, ça marche très bien et en fait, ça marche le mieux quand c'est des personnages auxquels on s'attache. Et moi, le couple Robin Wright-Tom Hanks, moi je m'y attache plutôt et du coup quand on voit leur histoire sur toutes les époques, ça marche aussi sur moi et moi je trouve en fait leur histoire assez émouvante. Elle est très douce amère, elle est assez classique, ça on est d'accord, mais moi à la fin ça m'a quand même ému et leur histoire est quand même assez efficace. Mais pourquoi le mettre en scène de cette manière? Enfin tu vois, il y a un truc... Parce que moi je trouve que, alors pour prendre la défense du film, je trouve que le film raconte aussi un peu quelque chose de qui on est à travers les objets et à travers le matériel et je trouve que ça c'est un truc que en fait le cinéma investit assez peu et en tout cas je trouve que à travers, comme vous pouvez vous imaginer la maison de vos grands-parents, c'est généralement une maison qui n'a pas beaucoup bougé depuis que vous êtes enfant. Et je trouve que c'est un peu le même sentiment que le film essaye de retranscrire. Ou alors c'est quasiment le même, mais c'est pas le même canapé, c'est pas la même télé, c'est pas le même téléphone. Mais la table basse, c'est la même depuis 1975. Et je trouve que ça, le film arrive très très bien à le faire et c'est très joli. Et moi, ça, c'est ce sentiment un peu nostalgique, un peu doux, un peu de cet endroit qui est familier, qui est à la fois le théâtre d'émotions et de souvenirs très joyeux, très profonds, et en même temps parfois de souvenirs très tragiques et très tristes, qui du coup donne au film ces moments de grâce. Là où c'est moins efficace, c'est quand on vient s'attacher à des personnages dont on a un peu rien à foutre. Et je suis d'accord, il y a un personnage d'inventeur qui invente le lazy boy, qui invente la chaise qui se incline comme ça pour s'étaler dans la cogne. tâche. À un moment, on va carrément dans le passé pour voir Benjamin Franklin. Qu'est-ce que ça fout là? On va jusqu'au natif américain et là, c'est presque gênant parce qu'on se dit oulala, mais qu'est-ce qu'il va raconter là-dessus? Et du coup, il y a un côté où s'il s'était attaché que à cette histoire de famille avec cette maison, et c'est notre maison, il y a un côté très home, très américain, on est attaché à cet endroit-là, etc. Mais en fait, moi et avec le flash forward, avec la famille afro-américaine qui rachète la maison un peu dans l'avenir, moi je trouve ça aurait contenu un film intéressant. Mais pas besoin d'aller jusqu'à la préhistoire. Et en fait, ils n'arrivent pas, ceux qui arrivent à faire les Wachowski dans Cloud Atlas, à faire s'entrechoquer. Merci de le citer. À faire s'entrechoquer, en fait, les mêmes événements, les mêmes répliques, les mêmes idées pour faire, en fait, ce truc très symphonique que je pense qu'il veut faire, mais qu'il n'arrive pas complètement à faire. Il n'arrive pas en fait à ce que la mayonnaise prenne et on voit trop les ficelles. Alors qu'il y a des moments dans Cloud Atlas où en fait les images vont venir se répondre dans une espèce de ballet de montage absolument fou qui vont créer de l'émotion et il n'arrive jamais vraiment à atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire que, je suis globalement assez d'accord avec toi. Après, j'ai pas vu Cloud Atlas, donc je pourrais pas faire la comparaison. Mais dis donc, ni Tree of Life, ni Cloud Atlas. Mais ouais, je vous emmerde, on peut pas tout regarder. Je veux dire, moi j'ai regardé le congrès des belles-mères et genre Kung Fu contre yoga, vous non. Qu'est-ce que non, là où on peut en revenir à ce film, ouais, mais c'est-à-dire que en fait, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense que en dehors du gimmick de la mise en scène, le film a pas énormément d'intérêt. Tout ça est quand même assez calibré, pas hyper intéressant. Je suis d'accord qu'il y a des moments qui te chopent et tout, mais en fait, pourquoi dans ce cadre-là, pourquoi comme ça? Parce que ça l'amuse. Et mais rien d'autre en fait. Oui, parce que il y a un côté défi, cinématographiquement, parce que cinématographiquement, ça apporte pas grand-chose. Oui. Ça offre pas grand-chose. Voilà. Après, ça en fait un film qui est relativement regardable, mais qui a quand même pas beaucoup d'intérêt à mon sens. Donc c'est une semi-recommandation que ce Here, pour les gens qui ont vraiment les plus belles années de notre vie. Voilà, ça reste assez émouvant. Je pense que ça peut marcher sur vous si vous aimez les mélos. Mais... Et qui ont envie de se farcir un peu, genre la film Zemeckis qui aime bien, qui ont envie de comprendre le truc, mais derrière, en fait, j'ai envie de dire entre guillemets, pour le spectateur lambda, je trouve que c'est quand même un peu compliqué, sauf les gens en effet qui aiment vraiment bien les mélos. Et alors tu parlais gimmick et mise en scène, c'est également au programme de The Substance, le deuxième film de Coralie Farja, dont on écoute la bande-annonce. People always ask for something new. At 50, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger,
La substance promet de retrouver le corps de nos 20 ans, mais attention, une seule semaine sur 2. Une règle simple qu'Elizabeth Sparkle, très joli prénom au demeurant, une star de fitness interprétée par Demi Moore, va trouver bien difficile à respecter une fois qu'elle va partager son temps avec son double jeune auquel Margaret Qualley donne ses traits, prête ses traits, Romane. Oui, ses traits, ses fesses aussi, beaucoup, puisque oui. C'est totalement le sujet du film aussi, c'est le corps, la forme, l'idéal féminin dans la société dans laquelle on vit. Moi, j'avais déjà vu le premier film de Coralie Farja que j'avais adoré, Revenge, donc j'en attendais pas tant en fait de ce deuxième film parce que je trouve qu'il va 40 fois plus loin, on va sûrement parler de ça, et sûrement des gens à cette table vont détester que je défende le film, mais même si je suis probablement d'accord avec certains d'entre vous que ça mérite pas le prix du scénario parce que c'est vraiment pas ce que j'ai retenu du film. Prix du scénario à Cannes, donc complètement. C'est pas ce qui m'a marqué. En revanche, je trouve que c'est un film qui est génial en fait, c'est-à-dire qu'il est too much, il est grotesque, il est un peu vulgaire et c'est génial. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Je vais dire ça rapidement. Je vais laisser les autres donner leur avis, mais globalement, c'est ce qui m'a le plus touché. Je trouve que c'est difficile de faire ce reproche à Coralie Farja parce que c'est sa signature, le too much, c'est cette extravagance-là qui est un peu vaine en surface, mais qui finalement, si on y regarde un petit peu de plus près, je trouve que ça raconte aussi des petites choses. Mais d'ailleurs, c'est même pas la prétention qu'elle a de raconter, d'avoir une réflexion en particulière. Laurent va me tuer. J'aurais dû me mettre à une autre place. Mais voilà, je vais laisser les autres avant de développer un peu. Oui, parce qu'on va quand même dire qu'il y a des camps autour de la table, qu'on est quand même beaucoup à l'avoir vu. Il y a globalement un camp composé de Laurent, Félix et moi. Et il y a un camp composé de Romane, Manon et Yuri, avec Valentin, à qui je donne la parole, qui est un peu entre les deux, peut-être. Non, je suis dans le premier. Ah. Non, moi, ça aussi un peu entre la fable grotesque et la proposition intello foireuse. C'est-à-dire que je pense que le film se cherche beaucoup esthétiquement. J'avais vu Revenge aussi, le premier que j'avais trouvé déjà nul, mais qui avait ce mérite de se dire, ok, je tourne un film aux États-Unis dans un contexte économique de grande précarité à l'évidence. Je fais un truc un peu bourrin et advienne que pourra. J'avais plutôt saisi la proposition. Là, je comprends beaucoup moins. Je trouve que le film se cherche beaucoup esthétiquement déjà entre une espèce de truc très clinique, très kubrickien, et on reviendra sur la question des citations parce que je pense que c'est un gros problème, et quelque chose de très gore, de très visible, et je pense qu'en plus il se prend un peu les pieds dans le tapis en termes de métaphores et justement dans ce qu'il raconte, c'est-à-dire que c'est vraiment bourrin et il y en a vraiment mais toutes les 30 secondes des putains de métaphores visuelles de ce qu'elle a envie de raconter et c'est toujours les mêmes, et comme le film fait 2h20, c'est un peu l'enfer quoi. C'est effectivement très long. Manon, toi, le film t'a pas semblé si long, ou en tout cas t'as trouvé que ça fonctionnait dans cette proposition. Je me rappelle que tu l'as vu à Cannes et que t'étais assez enthousiaste. Ah oui, complètement. Moi, c'était, je pense, une de mes meilleures séances de cinéma de ma vie, quoi. Vraiment, j'ai tellement kiffé ce que j'ai vu et ce que ça a produit sur moi. Enfin, j'ai trouvé ça... à la fois, il est tragique, ce film, mais c'est tellement divertissant. Et oui, encore une fois, tout est extrêmement bourrin, tout est extrêmement souligné. Elle passe son temps à souligner tout ce qu'elle montre à l'écran. C'est absolument pas un film de scénario. Enfin, ça repose sur une bonne idée, mais après, le scénario, ça ne mérite pas du tout le prix du scénario. Mais moi, j'ai adoré que tout soit jusque-boutiste à fond, dans la forme, dans le fond, parce que ça sert ce propos. Et en fait, effectivement, on est agressé en permanence par sa mise en scène, par ses cuts, par ses gros plans, par ce montage et tout. Mais moi, c'est aussi un peu l'état dans lequel je suis face à... la société en général, on est vraiment abreuvé de tonnes d'images. Tous les posters, les publicités. Exactement. De ces femmes avec des corps parfaits. Exactement. Moi, ça m'a un peu... Alors, en exagéré, mais moi, ça me produit un peu cet effet-là d'être comme ça, assailli de ce genre d'images parfaites. Et c'est pour ça que je trouve que son film, il est réussi. Et alors, Manon parlait d'une des meilleures projections au cinéma de sa vie. Laurent, est-ce que tu comptes The Substance parmi tes pires ? Je sais pas, tu devrais avoir plus de films. Mais franchement, genre... Pardon. Et la ligne est coupée. Non, franchement, je suis. Moi, je suis. Tu auras le droit de riposter, évidemment. Oui, bien sûr. Non, mais je mérite tout ce qu'on pourra me balancer dans la gueule. Mais moi, je suis scandalisé. En vrai, vraiment, j'étais scandalisé par ce film de A à Z parce que. Déjà le prix, j'avais oublié qu'il avait eu le prix du scénario, c'est risible, hein, mais bon. Mais non, c'est qu'en fait.
quand on parle d'outrance, quand on parle de violence, etc., de pousser les potards, machin, franchement, des films depuis les années 70, 80, il y en a plein qui font 100 fois pire. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout très violent, c'est pas du tout radical comme proposition, faut arrêter. C'est-à-dire qu'il y a un côté, en fait, les deux choses qui m'énervent le plus, le premier, c'est que c'est un côté très épate bourgeois. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui ont jamais vraiment vu de films d'horreur ou de trucs, ils vont voir le truc en disant oh, c'est très extrême, c'est très machin, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment genre assez lambda et assez classique. Ouais, mais ça le rend accessible du coup. Ouais, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, oui, non, mais si le propos c'est que le projet est extrême, le projet est extrême et du coup c'est de l'outrance et du coup c'est fun et que c'est intéressant, la réalité c'est que c'est pas extrême, du coup c'est pas outrancier et du coup c'est pas, enfin moi je trouve pas ça particulièrement assez cracra. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas particulièrement cracra, ça apporte pas grand chose dans le cracra, c'est juste qu'il y a un petit peu de budget. Non, mais c'est pas le but. Alors parlons dans des autres problèmes. Le but, je pense que c'est d'essayer de faire une satire intelligente du monde dans lequel on évolue, de la télé, du corps comme tu l'as dit, du corps des femmes, des machins, etc. Mais honnêtement, c'est juste fait de manière extrêmement lourdingue et bébête. Donc, si ton projet, c'est de raconter un truc comme ça, honnêtement, t'aurais dû faire un petit peu mieux. C'est un peu pareil que pour Zemeckis. T'aurais dû trouver un truc un peu plus intelligent à dire. Et le vrai gros problème qui, moi, vraiment me rend dingue, c'est que elle ne respecte même pas le projet qu'elle a de base. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de cohérence invraisemblables. Rappelons quand même que nous, dans la salle, on n'a pas compris. On était à côté, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas compris la même chose au deux tiers du film. Et moi, on était à un stade où, en fait, voilà, les règles de l'univers sont tellement pas claires et globalement, les personnages, ce qu'ils font, sont tellement débiles par rapport aux règles qu'on nous expose qu'on comprend même pas, en fait, exactement ce qui se passe. Pour un tout petit peu expliquer à notre auditeur, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où elle s'est injectée la substance de Mimour, elle partage donc effectivement la moitié de son temps avec Margaret Qualley et toute la question du film c'est de savoir, enfin nous la question qu'on s'est posée c'est de savoir si elle se rappelle ou non de la semaine qu'elle passe dans le corps de Margaret Qualley. Si elle se rappelle du temps qu'elle passe dans le corps de Margaret Qualley, alors la deuxième moitié du film n'a pas de sens, mais si elle s'en souvient pas, alors quel est l'intérêt de cette substance, si ce n'est ne pas souvenir de ce qu'on fait quand on a ce corps jeune. Ça vient résumer mon problème. Parce que je partage cet avis. Félix, toi, effectivement, alors en tant qu'amateur comme Laurent de cinéma de genre, ce qui t'a beaucoup agacé, c'est le fait que ce soit extrêmement trop référencé un peu gratuitement. Ouais, ça c'est sûr que c'est hyper dérangeant, mais surtout moi ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'elle fait rien de son côté grotesque. C'est-à-dire que il est là déjà dans le scénario, c'est-à-dire que l'écriture est lourdingue. Elle a un personnage de producteur qui est clairement Harvey Weinstein par Denis Scott qui s'appelle Harvey dans le film. Voilà, et elle le nomme Harvey pour les deux Mongols qui n'ont pas compris ça dans la salle. Enfin, vraiment, c'est que des trucs comme ça. Et ce qui est super chiant, c'est que du coup, sa mise en scène, en fait, est exactement dirigée de la même manière. C'est-à-dire que c'est hyper outrancier, hyper grossier. Donc, c'est du grossier qu'on va filmer de manière grossière. Donc, ça s'annule, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est de la mise en scène illustrative qui ne sert à rien, qui ne renseigne en rien, qui ne donne à aucun moment, justement, un contre-point de vue. Enfin, vraiment, je trouve qu'en fait, c'est l'équivalent du film d'auteur français tourné en caméra à épaule. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu filmes en grand angle que forcément, t'as un parti pris de mise en scène. En fait, ça devient juste gimmicky. Et surtout, ce qui est insupportable, c'est que ça rend tout extrêmement factice. Et du coup, typiquement, ce producteur-là qui est horrible, je pense que Harvey Weinstein était comme ça dans la vraie vie. Mais comme il est filmé en course focale, d'un coup, ça le renvoie du domaine de la fiction. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que toute cette espèce de thématique qu'elle essaie de traiter, en fait, elle renvoie tout du domaine de l'image. Et je sais que c'est son point de vue, mais en fait, elle finit par faire un film qui illustre complètement ce qu'il dénonce. Et c'est absurde. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Mais peut-être on refait un tour et on reparle des références après. Non, mais je vois que Valentin acquiesce. Tu voulais rajouter quelque chose avant que je donne la parole à Roman qui va tenter de défendre ce substance. Peut-être Amen, effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Félix. Enfin, je reviendrai sur la question effectivement parce que je trouve qu'il y a un truc un peu gênant dans la manière dont effectivement elle est en vase clos entre ce que son image raconte et ce que son film prétend dénoncer et ce que ça pose comme point de vue. Mais je vais peut-être laisser. C'est-à-dire que le film devient ce qu'il dénonce, si je résume. Moi, je pense que oui, on peut aller par là, mais je vais peut-être laisser la parole à l'alternance plus polie. Mais exactement, tu as raison. Chacun devrait avoir un temps de parole avec des horloges maintenant. Un débat genre présidentiel quoi. Non, mais pour revenir sur le grotesque, moi je trouve que l'utilité de ce grotesque, c'est la comédie, parce qu'on n'a pas dit justement que c'est un film de body horror, etc. C'est une grande comédie. Moi, c'est aussi ça qui fait que. Et d'ailleurs, je trouve que les gens qui n'ont pas aimé le film ressortent quand même en ayant rigolé dans la séance. Bon, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas, il y a quand même un truc qui est tellement extravagant. Et d'ailleurs, le concept du film lui-même, tu le disais Manon, c'est le surlignage. C'est que il utilise le surlignage qui est un outil pratique pour faire de la comédie, la répétition, etc. Et c'est rien de plus que ça aussi. Moi, je trouve que le film est pas très prétentieux et justement
pas du tout intello. Pour moi, c'est là où vraiment il y a peut-être deux grilles de lecture. C'est que moi, je trouve pas que ce soit son parti pris ou son envie, ou ça, il y a pas d'envie de faire un truc hyper intellectualisé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai presque préféré dans le film, c'est le fait que d'une certaine manière, le Coralie Farja va pas du tout intellectualiser le sujet de l'agisme et donc sa thématique principale, mais au contraire, on met fin à la carrière du personnage de Demi Moore, Elizabeth Sparkle, au départ, parce qu'elle a 50 ans et qu'il faut la remplacer par une femme plus jeune. C'est pour ça qu'elle prend la substance. Exactement, c'est tout l'incident déclencheur qui fait qu'elle va prendre cette substance, et donc toute la thématique où les événements vont graviter autour de la thématique de l'agisme, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas du tout de volonté d'intellectualiser ça, c'est au contraire de pointer et de surligner un truc qui est évident. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que dans notre société, c'est une évidence et qu'on ne la voit pas. Et c'est ça que le film fait, c'est de dire, hop, je surligne de 40 000 manières différentes, en montrant de manière assez comique, en plus avec la tonalité qui va avec. Moi, je trouve que c'est ça qui est génial, et ça n'a pas d'autre volonté particulière, je trouve, ou en tout cas ambition. Je trouve pas qu'il y a un truc prétentieux là-dedans, quoi. Bon, moi, je suis pas censé parler, mais je trouve que ce film est infiniment moins intello que les productions de Jordan Peele sur lesquelles vous extasiez. Oui, pas besoin d'être Non, vulgaire. parce que la mise en scène, elle est vraiment viscérale chez Jordan Peele ou même chez Ari Aster. Là, ce qui est insupportable, c'est que la mise en scène, ce n'est que du symbolisme, de la métaphore ou alors des références. Et c'est que ça, c'est ces trois trucs qui tournent en boucle, et c'est infernal. Tu peux pas regarder un plan d'un verre avec une mouche qui se noie et t'es en mode, oh là là, c'est pas un télo. Bien sûr que si, ce plan n'a d'intérêt que parce que tu comprends qu'en fait, ça illustre la condition du personnage forcé. C'est infernal comme mise en scène. Et tout l'intérêt du cinéma d'horreur, c'est que c'est un cinéma qui est viscéral, qui n'est pas intello, justement. Et c'est pour ça que c'est un objet contre-culturel et qui quelque part, et c'est ça rejoint ce que tu disais sur l'embourgeoisement du cinéma de genre. C'est-à-dire que parce que d'un coup, ça devient extrêmement intellectuel, en fait, on enlève le potentiel horrifique des séquences. Elle cite Shining. Pourquoi Shining, c'est terrifiant ? Parce que justement, il y a des zones d'ombre. Comme là, elle surexplique tout, mais à aucun moment, je ressens une quelconque once d'horreur ou de malaise ou quoi, en fait. Enfin, je trouve que c'est juste extrêmement convenu comme film, vraiment. En fait, Moi, ce qui est pardon. Manon voulait... Moi, je voulais rebondir sur le côté... Bon, intello, vraiment, je trouve que c'est pas du tout un film intello. Et sur le côté symbolisme, moi, je trouve pas du tout, qu'il n'y en a pas du tout, qu'au contraire, elle embrasse absolument tout. Elle embrasse genre le male gaze, elle en fait genre fois 1000. Elle filme vraiment ces actrices, elles morcellent leur corps, vraiment, c'est du pur male gaze. Et après, elle détourne tout ça parce qu'elle, genre, c'est pour mieux les elle en fait la caricature. Exactement, pour les transformer. Et moi, je trouve qu'il n'y a aucun symbolisme, tout est très terre à terre, fois 1000, mais vraiment, ouais, moi j'ai vu. En fait, c'est marrant parce que pour moi, c'est le syndrome Emilia Pérez, qu'on n'a juste pas vu le même film. On n'a vraiment juste pas vu le même film. C'est-à-dire que moi, je suis complètement d'accord sur l'idée que c'est un film assez prétentieux et qui pense raconter des choses intelligentes sur un sujet, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Les gens qui le défendent considèrent que c'est une comédie assez drôle. Moi, je considère que j'ai passé un pur moment à me marrer et à genre globalement. En fait, c'est comme j'apprécie du gros vin rouge qui tâche, tu vois. C'est le même principe. Et j'ai mal à la tête le lendemain. Mais c'est ça le truc. Mais c'est du gros vin rouge qui tâche. Il y a rien d'intelligent à dire sur l'agisme. Enfin, c'est genre, c'est de la maltraitance des femmes. Enfin, vraiment. Moi, je trouve que le film essaye, en tout cas, pense qu'il a un discours dessus. Non, je pense qu'il a un discours sur d'autres choses et qui est particulièrement intéressant. Moi, je trouve que par exemple, c'était déjà le cas dans Revenge, elle explore le sentiment de colère chez les femmes, et une colère qui est assez féminine. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est l'espèce de le dégrader où elle te montre des personnages qui deviennent presque fous à la fin. C'est une espèce de folie. Moi, je trouve qu'elle se réapproprie le terme de l'hystérie. Presque fou, hein, c'est complètement fou. Là, en tout cas, clairement, il y a une folie qui fait qu'elle s'isole, etc. Et je trouve que c'est en fait hyper intéressant dans ce que ça raconte là-dedans, dans des personnages qui vrillent complètement et qui, encore une fois, ce que je disais, c'est que le seul truc peut-être un peu intellectuel et peut-être féministe dans l'histoire, parce que c'est ce qui a été beaucoup dit, etc. dans les journaux et dans les critiques, c'est la façon dont elle, pour moi, s'approprie l'hystérie des femmes et dont elle va faire quelque chose avec ça. Moi, j'adore le fait qu'elle ose montrer des femmes aussi monstrueuses à la fin et qu'on les voit d'une manière qui est absolument horrifique et en même temps très très drôle. Enfin, il y a quelque chose que je trouve assez jouissif là-dedans, et c'est la seule façon pour moi où il y a une réflexion peut-être intéressante. Mais sur l'agisme, comme je le disais, je trouve qu'elle pointe juste du doigt un truc qui est évident et elle a rien à dire de plus là-dessus parce que c'est comme ça, c'est évident. Mais tu peux faire plus que juste un personnage extrêmement stéréotypé. C'est ça. Moi, je trouve que c'est de la manière dont vous abordez les choses, que c'est vraiment appauvrir le sujet. C'est vraiment de considérer à partir du moment où on déclare que ça existe, en fait, on a épuisé le sujet. Mais en fait, non. Sinon, on ferait pas de cinéma. C'est le principe de toute mise en scène, par définition. On met en scène quelque chose, on le raconte d'une manière différente. Il y a un sujet et une manière de le traiter. Je pense que le sujet, il est très bien et il est tout à fait respectable. Ce qu'elle raconte dans les interviews, c'est tout à fait respectable. Son film, en revanche, il dit des choses différentes dans la manière dont il les présente.
moi, je pense que je parlais des citations tout à l'heure, parce qu'effectivement, on en a parlé un peu avec Félix par message auparavant, mais cette question de la métaphore, je trouve que c'est vraiment important, parce qu'en fait, pour moi, ça raconte vraiment là où le film pêche à la fois esthétiquement et dans ce qu'il raconte, dans le positionnement intello par intello. C'est que esthétiquement, en fait, je me suis rendu compte que comme il parle que par gimmick, le film, visuellement, je n'ai jamais été troublé par quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il échoue à me faire peur, il échoue à me gêner, il échoue à me faire ressentir justement viscéralement ce que c'est que le sentiment d'être une femme qui vieillit, qui doit lutter contre le fait que son corps la lâche. Enfin, vraiment, il échoue à me faire comprendre quelque chose que je ne suis pas. Et en fait, il me montre un truc dont je ne perçois que ce que je pouvais déjà en comprendre de l'extérieur. Donc je pense que esthétiquement, c'est une erreur. Et je pensais à ce stade à un film qui pour le coup, m'avait beaucoup plus perturbé. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord ici, mais qui est Possessor de Brendan Cronenberg, qui avait vraiment des gimmicks très similaires et qui était un film justement très gimmicky, lui aussi, en reprenant plein de choses, mais qui avait vraiment un moment de fracture où il y avait une sorte de grand nouveau qui s'ouvrait sous nos pieds et qui était très déstabilisant. C'est-à-dire que tous les bons films de genre, il y a un moment où on se demande ce qu'on fait et ce qui se passe réellement visuellement. Et dans l'histoire là, à aucun moment, j'ai aucun doute sur ce qui se passe. Je sais très bien ce qui se passe. Et donc, effectivement, je le consomme comme du bon vin rouge. Et pendant 1h30, je m'amuse. Je considère quand même que le film a tellement des gros problèmes de structure et de scénario que pendant les 50 dernières minutes, elle fait n'importe quoi avec son concept, elle considère qu'elle y croit plus. Et donc, c'est un grand n'importe quoi. Donc, à la fin, on a un film qui, pendant 1h30, a une sorte de rise and fall très prévisible. Et après, un grand n'importe quoi parce que ce qui l'intéresse, c'est de montrer un monstre. Bon, je trouve que c'est... Et encore, ça paraît un peu trop long pour ce que c'est. Mais surtout, je veux juste insister sur un point aussi, sur la question, comme je disais, de la question de l'intellectualité du projet. Je pense que c'est un film qui moi, m'a procuré du plaisir parce que c'est pas un truc fast-food, parce que c'est trop facile de tomber là-dedans, mais le film a quelque chose de ce type-là, d'un produit de consommation. C'est un peu le Buffalo Grill, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression que t'es en train de vivre une expérience de restaurant convivial et d'un truc qui t'appartient, qui est unique. En réalité, c'est une expérience randomisable et répétable à l'infini. Et je pense que le film de Coralie Farja, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un film qui prend des gimmicks, on aurait pu les prendre et les réassembler dans un autre sens, ça aurait fait à peu près la même chose, ça aurait provoqué à peu près le même plaisir au spectateur. Et donc du coup, il y a quand même un vrai problème, c'est-à-dire que tu perds vraiment le pouvoir politique du genre de faire advenir des sujets nouveaux à spectateurs et de créer vraiment juste un produit qui effectivement est à l'encontre des studios. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur pourquoi Cannes vient se branler sur ce truc qui n'a rien à y faire. Alors, oui, vous prenez un petit pas d'avance parce que... Je fais le post-marxiste chiant, mais factuellement, c'est, encore une fois, l'establishment qui avale la contre-culture. Et c'est une dynamique vieille comme la pluie, mais qui, moi, m'angoisse énormément quand même. Oui, je vais créer un nouveau jingle, Instant Connard, je pense. Et je vais le lancer de manière random. Et juste, je voulais juste insister sur un point qui me gêne, et je sais pas ce que vous en pensez. Juste, le corps de Margaret Qualley a été retouché. On a le corps de Demi Moore qui est encore retouché aussi. Je trouve qu'il y a un truc très bizarre dans la manière où, oui, elle montre les corps des femmes. C'est pas retouché, mais elle a des prothèses, elle a des faux seins, etc. Margaret. Nonobstant, à la fin, c'est pas un corps qui existe en réalité. Je trouve que je trouve ça intéressant parce que les deux corps féminins qui nous sont présentés, c'est des corps qui sont de fait un peu artificiels. Je sais pas ce que ça dit sur le propos du film. Je trouve que ça trouble un petit peu le projet et la manière dont elle en parle. Roman, tu voulais rebondir là-dessus ? Peut-être juste là-dessus, moi je trouve que, après peut-être qu'effectivement il y a des interprétations différentes et que voilà, moi je trouve que c'est aussi un film qui parle de l'image numérique et c'est pour ça que c'est intéressant aussi que les corps soient retouchés a posteriori. C'est un film où on te demande de scruter chaque détail, les plis, la matière, etc. Et le film du coup en lui-même est retouché numériquement et d'ailleurs il le cache pas, enfin, c'est aussi une volonté. Le film aussi raconte des coulisses de la télé, ça parle de montage, on a tous les personnages qui vont revérifier leurs images. T'as toute une scène où Margaret Qualley va revoir un moment qui s'est mal passé dans sa Corée et donc elle demande à regarder ces images. Ça parle d'images numériques, c'est ça qui fait peur et qui peut-être effectivement il y a un peu pour lesquels on peut avoir un peu un côté anesthésiant, mais c'est-à-dire que moi je trouve que ce qui fait peur et le vrai monstre là-dedans c'est l'image numérique qui se déforme, qui fait qu'il y a aussi un truc où on scrute tous les détails et où on peut en faire absolument ce qu'on veut et c'est peut-être pour ça qu'à la fin il y a un truc qui est pas tellement horrifique et qui est finalement assez accessible, même si je pense qu'il y a quand même des personnes qui vont absolument vomir en voyant ce film, mais en tout cas je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que le film parle de ça. Moi je trouve que la forme et le fond s'accordent plutôt bien là-dessus, quoi. Et si je peux ajouter quelque chose sur effectivement le corps de Margaret Qualley, il faut quand même préciser que c'est pas tant, enfin on lui promet de revenir au corps de ses 20 ans, mais c'est un corps de ses 20 ans idéalisé, donc c'est censé effectivement, c'est quasiment la Barbie du film de Greta Gerwig, qui est un film avec lequel il y a des parallèles. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Manon ? Oui, c'était tout à l'heure quand tu disais que toi t'avais pas réussi à ressentir un truc viscéral. Moi je trouve que là où quand même elle réussit, alors des fois on est très à distance avec tout ça parce qu'effectivement tout est très artificiel et grotesque et tout ça, mais moi il y a une scène que je pense qui va me rester en mémoire toute ma vie,
c'est la scène où Demi Moore part en date et puis en fait elle fait que revenir pour retoucher son maquillage et machin, puis à la fin en fait elle enlève tout et puis elle annule. Pour moi, c'est une des meilleures scènes du film. Moi ça m'a, genre, j'en aurais pleuré quoi, tellement je la trouve juste cette scène, et genre j'ai tellement relate avec ça. Non, mais j'aime pas le film, mais une des rares scènes où elle fait pas de genre, aussi n'est pas vraiment. Ouais, mais du coup il y a quand même, elle arrive à capter des trucs noyés au milieu de cette espèce de film monstrueux. Elle a quand même des. Faire du genre, c'est pas toujours faire des trucs qui font peur, machin. Non, mais je disais pas ça pour ça. Des scènes de personnages. Non, je disais pas ça. Je dis juste que c'est une scène que tu peux très bien mettre dans un film qui a pas du tout le même ton. Enfin, je veux dire, qui est pas un film de genre. Voilà. Oui, mais en même temps, ce que je trouve très bizarre, c'est que les deux actrices, quand même, mine de rien, elles sont assez maltraitées dans le film. Et je vois ce que tu veux dire et je trouve ça intéressant. Je trouve ça beaucoup plus intéressant dans Titane, par exemple. Tu vois, que je trouve déjà plus moderne dans des notions, tu vois, de transsexualité, de fluidité des genres, etc. Là, je trouve qu'il y a un côté un peu bébête de. C'est la peste et le choléra quand même. Ça va être la vieille sorcière contre la bimbo. Et en fait, il y a que ça. Et pour moi, le gros problème de dissociation d'identité induit ça. C'est-à-dire que si, à la base, on avait vraiment ce transfert de conscience, et c'est la même personne, et en fait, elle tire de son vieux corps une espèce de substance qui permet de la faire vivre en tant que jeune, du coup, il y aurait ce côté, j'abîme mon corps, etc., tous ces dilemmes-là. Mais en fait, comme très rapidement, ça devient deux personnes assez différentes, en fait on perd cette thématique là et du coup on a juste deux personnages qui ne sont que des pures images qu'on maltraite, je trouve, tout le long du film. Et je veux dire, à la fin le film se finit quand même, la dernière image c'est ce personnage est misérable, il aurait été misérable de A à Z et il s'accroche à sa célébrité perdue fantomatique de manière encore plus misérable. Enfin, vraiment je trouve ça hyper bizarre en fait comme truc. Parce que le film ne prend pas au sérieux son propre concept. Il ne se prend pas au sérieux, enfin il ne prend pas au sérieux en tant que film. Et moi je suis désolé, je suis scandalisé par ce procédé en fait. En fait, c'est une comédie comme les Marvel sont une comédie. Ça devrait pas être une comédie en fait. Non mais dans le sens où si tu fais une comédie, tu prends au sérieux ta comédie. Si tu fais un film d'horreur, tu prends au sérieux ton film d'horreur. Je pense que rien de tout ça n'est bien fait et n'est pris au sérieux par quelqu'un qui a envie de dire quelque chose et de faire quelque chose sur ce projet. On vous mettra pas d'accord. Vous n'avez effectivement pas vu le même film. Roman, Manon et Yuri vous recommandent d'aller voir The Substance, qui est un film qui parle bien de la condition féminine face à l'agisme en utilisant le canevas du film de genre. Et Laurent, Valentin, Félix et moi avons vu un film de genre fast-food qu'on vous recommande pas. Voilà, donc allez vous faire votre avis et dites-nous ce que vous en avez pensé. On va élargir au focus de la semaine qui porte sur les films d'horreur à la française. On a un jingle pour ça. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurret. Monsieur McBurret, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors le film d'horreur à la française, on s'est posé la question parce que c'est un genre qui revient, on va dire doucement aujourd'hui au cinéma, qui a été longtemps mal aimé, voire méprisé. Et pourtant, Alban, c'est un genre français depuis l'origine. Je pense pas que ça soit un genre français. En tout cas, il y a toujours eu des films qui flirtaient avec l'épouvante depuis les débuts du cinéma. Il y a des films qui sont connus, notamment des films de Méliès. Notamment Le Manoir du Diable, La Caverne Maudite ou encore Le Diable au Couvent. C'est aussi parce que le cinéma a longtemps, en tout cas la photographie même avant, a longtemps eu des liens avec le spiritisme. Je sais que Rebecca Sodowski en avait un petit peu parlé dans Planétarium, qui était un film où justement on pensait pouvoir faire apparaître sur la pellicule les fantômes. Mais en fait c'est vraiment ce délire-là qu'il y avait au début du cinéma. Alice Guy aussi a fait des films qui flirtent un petit peu avec ce spiritisme-là, ou en tout cas cette film horreur / fantasy. Elle a fait une sorte d'adaptation d'opérette de Faust et Méphistophélès. Ensuite, on a eu des films, pas forcément des films d'horreur, mais qui incorporaient en fait dans leurs images des scènes un petit peu horrifiques, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec où on a arrêté un petit peu, on a mis de côté un petit peu le fantôme. En tout cas, ils n'avaient plus le même rôle. C'était aussi le fait de revenir, de pouvoir parler avec ceux qui étaient partis pendant la guerre. Et les morts, en fait, les fantômes n'avaient plus du tout le même rôle. Il y a la séquence finale de J'accuse, notamment d'Abel Gans, où il y a des morts qui se réveillent et qui sortent des tombes pour aller pas régler leur compte aux vivants, mais leur demander des explications. Et c'est un petit peu une sorte de film de zombies, en fait, en tout cas de séquence de zombies. Et ensuite, pendant les années 30, on a vraiment tout un arrêt en fait du film d'horreur. En tout cas, ça flirte plus du tout avec l'horreur. Faut attendre 1942 avec un film de Marcel Carné, dont j'ai plus le titre, je l'ai noté, mais j'ai complètement oublié. On va retrouver. Ouais. Alors, attendez, je l'ai noté. Hop, pardon, je parle plus dans le micro. Hop. On est sur Twitch, on remercie nos subs.
pense à vous abonner sur Marcel Instagram. Carnet, Les Visiteurs du Soir, c'est ça. Et ensuite, on attend vraiment Le Sang des Bêtes en 49 de Georges Franju, qui était un court-métrage, un documentaire qui se passait dans un abattoir, mais vraiment qui flirtait clairement avec l'épouvante. Enfin, c'est insupportable à regarder. Et j'en profite parce que le commentaire a été écrit par Jean Painlevé, donc faut bien le dire. Ah bah oui. Georges Franju était son secrétaire, il faut le dire aussi. Et ensuite, Les Yeux sans visage de Georges Franju, bien évidemment, qui relance, on va dire, le cinéma d'horreur français dans les années 60. Et Jean Painlevé, sur lequel tu as fait une thèse, n'a pas fait de cinéma d'horreur. Non, il a fait un dessin animé sur Barbe Bleue, mais c'était pas très... C'était pas très horrifique. Ouais. Laurent, donc le genre ensuite disparaît progressivement et on a un vrai retour au moment du cinéma d'exploitation. En fait, à partir des années 60, surtout la fin des années 60, en France, on commence à refaire du film d'horreur, mais côté cinéma d'exploitation. Et en fait, ça passait beaucoup par le biais des coproductions, notamment avec l'Italie. En fait, il y a pas mal de giallo qui sont été produits par la France, en fait, notamment, et d'autres films d'horreur d'Italiens de cette époque, du Dario Argento, Sergio Corbucci, Mario Bava, etc. Donc, notamment un film que j'ai vu qui s'appelle Les Rats de Manhattan, ou alors, deuxième titre alternatif, les meilleurs films ont toujours 2 titres. Oui, voire 3. Au moins. Les Mutants de la deuxième humanité, que j'aime. Oh, waouh. Qui est un film de post-apo avec des rats mutants que j'ai vu lors d'une nuit excentrique de la Cinémathèque. C'était très bien. Et donc, en fait, c'est un peu ce genre de film qu'on va produire avec des tas de copros, en fait, des trucs allemands, anglais, belges, suisses, etc. Avec notamment un producteur assez connu qui s'appelle Jacques Létienne, qui a officié des années 50 à la fin des années 80 et qui a fait beaucoup de films d'exploitation comme ça, qui a fait des centaines de films. Et à l'époque où, en fait, ce circuit de cinéma d'exploitation existait. Je précise juste que des copros, pour nos auditeurs qui ne travaillent pas dans le milieu. De différentes nationalités, en l'occurrence. Donc c'est plusieurs pays qui mettent de l'argent dans le film pour qu'il puisse se financer. Et c'est... même si en réalité le cinéma d'horreur en France à cette époque va surtout passer par le cinéma érotique et en fait beaucoup de productions de cinéma érotique. Alors la légendaire société Eurociné qui a fait beaucoup de cinéma d'exploitation, notamment avec un réalisateur qui s'appelle Jesus Franco, un réalisateur franco-espagnol qui a fait 185 films, beaucoup de films érotiques dedans, pas mal de films d'horreur érotique qui étaient très en vogue, comme je sais pas, j'ai noté quelques titres mais j'avoue je les ai pas vus. Christina chez les morts vivants, Une fille pour les cannibales, enfin des films vraiment très exploitation pour cinéma soit pornographique soit érotique, parce que Eurociné en fait va aussi produire des films d'un réalisateur français qui s'appelle Jean Rollin, qui est un des plus gros réalisateurs d'exploitation français, qui a fait beaucoup d'horreur érotique en fait aussi en réalité, certains films d'horreur plus classiques où en fait on va quand même chercher à montrer des gonzesses plus ou moins à poil, parce qu'en fait on voit que les deux vont un peu ensemble, que la volonté de choquer avec le gore etc va aussi avec de pair de faire de l'érotisme entre gros guillemets, et il a fait notamment un film de nazi-exploitation assez culte comme Le Lac des morts vivants, où des zombies nazis sortent d'un lac et commencent à dessaper des meufs et les manger ensuite. Il a fini par chef-d'œuvre, je pense. Voilà, Jean Rollin a fini même par réaliser des pornos avec des vampires aussi, pas mal de trucs sur les vampires. Et donc on voit qu'en fait, surtout à l'époque, l'horreur sert de vernis à beaucoup d'autres types de films. On a fait aussi pas mal, quelques-unes, pas mal, c'est un peu exagéré, mais des comédies d'horreur. On peut citer notamment Les Charlots contre Dracula, avec les fameux Charlots, réalisés par Jean-Pierre Dezania, qui est d'ailleurs le père de Vincent Dezania, et de son frère dont j'ai oublié le prénom, qui fait des trucs avec Michael Youn aussi à l'époque, comme quoi il y a des belles filiations dans le cinéma français. On peut aussi parler de Dracula Père et Fils de Édouard Molinaro. Et même d'ailleurs ça va jusqu'à... Alors ça, tu me l'apprends que Molinaro avait fait un film, sur la vague probablement du Polanski sur le fils de Dracula, etc. Même Shaun of the Dead en fait a été alors vraiment en fin de vague, au début des années 2000, Shaun of the Dead a été coproduit en France. Donc en fait c'est un truc qui se faisait pas mal. En dehors de ça en fait il y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de films d'horreur, certains qui sont très obscurs, peut-être quelques-uns qui surnageraient, mais je dois avouer que je connais pas suffisamment bien, mais toujours est-il que moi mon préféré le plus scandaleux c'est peut-être Devil Story ou Il était une fois le diable, qui est une espèce de truc de possession et de fantôme dans le bocage normand qui date des années 80, qui est hyper scandaleux, mais qui est vraiment un gros nanar quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le gros film d'exploitation débile fait avec des bouts de ficelle quoi. Et c'est trouvable légalement? Bonne question. Oui, il y a eu une édition qui a été faite, je crois, avec Nanarland notamment, et aussi Carlotta Film, je crois.
Et bah, bonne nouvelle si DVD, vous voulez regarder Devil Story. Félix, dans les années, on va dire fin des années 90, début des années 2000, il y a une nouvelle vague de cinéastes qui s'emparent du genre à la française. Et pour certains, ça va être une carte de visite pour partir à Hollywood. Ouais, ça s'appelle les French Friars. Et c'est les Alexandre Aja, les Claire Denis, en fait, même, avec Trouble Every Day. Et après, plein d'autres. Qui commence à faire un peu des films d'horreur, Gaspard Noé aussi même. Oui, puis Gans, Logier. Effectivement, et en fait tous ces gens-là, donc du coup vont commencer à faire un peu des petits films d'horreur, et ils vont se faire évidemment repérer par les studios américains, qui vont aller les chercher et leur proposer beaucoup d'argent pour qu'ils abandonnent leur Final Cut, grosso modo, et faire des films de divertissement d'horreur pas très très intéressants là-bas. Même si je sauve un petit peu quand même le travail de Aja, qui s'éclate un petit peu et qui fait des films qui sont sympathiques. Je trouve que le reste à chaque fois, c'est notamment La Colline des yeux. Et Pierre Notre Dé. La plupart des autres réalisateurs ils ont fait deux films et puis ils ont disparu, on les voit plus. Oui, ou alors du coup t'as Xavier Jean qui refait après Sous la scène pour Netflix, mais qui après avoir fait il me semble au moins deux films, il y a eu le Hitman, si je dis pas de bêtises, et The Divide. Il y a eu Hitman, The Divide, je crois qu'il a fait un truc je sais plus, avec un phare et des espèces de créatures, et je me semble que c'est en langue anglaise, mais je me rappelle plus du titre. Bref, en fait ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un réalisateur qu'on cite assez peu, qui est français, qui a fait des films dans les années 50-60, qui s'appelle Jacques Tourneur, et qui a un peu le même profil, c'est-à-dire qu'en fait il a débarqué aussi aux États-Unis, il a commencé à faire des films d'exploitation, alors évidemment qui sont nettement plus intéressants, et je vous conseille de regarder La Féline notamment, que ce plutôt les années 40, non, Jacques Tourneur, même les années 40, c'est beaucoup plus raison. Mais du coup qui est un peu le prototype du réal français qui part aux États-Unis faire des films d'horreur là-bas, mais donc du coup effectivement, et en fait après il y a eu une espèce de creux, parce que je sais pas pourquoi, comme tout le monde est parti et que le cinéma français a du mal à cultiver un peu les graines et les talents qu'ils ont sur leur territoire, et du coup il y a eu une espèce de creux, de vague de cinéma de genre, et c'est revenu ensuite avec évidemment Grave de Juliette Ducournau, qui est un peu le premier film, suivi juste derrière de Revenge d'ailleurs, premier film de genre qui remet un peu au goût du jour le genre à la française. Et alors justement, c'est bien qu'on soit arrivé de nos jours, parce qu'il y a, on va dire, une espèce de nouvelle vague de films de genre aujourd'hui. Alors tu citais donc Coralie Farja avec Revenge et The Substance, et Juliette Ducournau avec Grave et Titane qui a gagné la Palme d'Or, et The Substance dont on parlait tout à l'heure qui a gagné le prix du meilleur scénario à Cannes. On commence à avoir des films français de genre et horrifiques qui sont reconnus par la critique, qui s'inscrivent plus tout à fait dans une contre-culture. C'est aussi le cas de Juste Philippot, qui a fait La Nuée Acide, et de Dominique Rocher avec son film qui s'appelait Chez un trou, quelque chose la fin du monde. Ah oui, le film de zombies. Oui. Ouais, je me rappelle. Je vais retrouver le titre. C'est ça. Il y a un truc avec la fin du monde. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est donc des réalisateurs qui quelque part anoblissent le film de genre en lui donnant des lettres critiques, des reconnaissances dans des festivals de premier plan, ou au contraire, est-ce que c'est une manière d'abîmer cette contre-culture que de la rendre peut-être plus intello? C'est ce que Laurent parlait en citant l'embourgeoisement. Je ne sais pas qui veut répondre sur cette question. Allez, vas-y. Moi, je crois qu'en fait, c'est ma position, elle est un peu hardcore. Je pense qu'il n'y a pas de véritable cinéma d'horreur en France, que c'est du pipeau. Que ceux qui en font, en fait, ne veulent pas en faire. Non, et cherchent à mettre un vernis un peu horrifique. En tout cas, quand on parle de Juste Philippot, par exemple, typiquement, je trouve que c'est vraiment exactement ça. Et que l'idée qu'on aurait besoin d'anoblir le entre guillemets cinéma de genre, je trouve ça c'est horrible, hein. en fait mais ridicule. C'est-à-dire que La Nuit a dévoré le monde, le film dont je parlais de zombies. C'est-à-dire que voilà, pour moi, la manière dont on différencie les films de genre avec entre guillemets les films normaux, c'est que ce qui est déjà un abus de langage, parce que la comédie, le drame sont des genres à part entière. Un film de genre, en fait, c'est un film qu'on va voir parce qu'on est là pour jouir de ses propres effets. C'est-à-dire que on aime bien les westerns, donc on veut voir des mecs avec des flingues qui font pampan contre des Indiens. On aime bien les films d'horreur, donc on aime bien les films gore avec des trucs où ça gicle de partout. On aime bien l'horreur plus ou moins étrange, etc. On vient voir ce genre de film. On parlait la semaine dernière aussi de Clint Eastwood qui subvertit le genre pour le retourner contre lui-même. Bien sûr, et on peut en faire, mais la base de la base, si tu veux faire un film de genre, il faut déjà qu'on puisse kiffer le film en tant que film de genre. C'est-à-dire que si on prend au sérieux, si le film prend au sérieux le genre qu'il est censé représenter, c'est quand même la base, c'est quand même le minimum du minimum. Et je trouve que ce truc-là, moi, je l'ai rarement vu dans les films d'horreur français. Par exemple, on peut citer donc La Nuée de Juste Philippot, par exemple, qui est un film qui en fait est un drame agricole
d'école, Voilà. saupoudré, voilà, fantastique, de genre et de fantastique. matinée d'horreur, mais où en fait, à part une séquence à la fin, l'horreur n'existe jamais vraiment et on voit bien que c'est pas le projet du film. Donc en fait, est-ce qu'on peut considérer que c'est un véritable film d'horreur ? À mon sens, non. C'est-à-dire que c'est pareil, et c'est pareil que... Et par exemple, The Substance, c'est pareil. C'est-à-dire que là, pour le coup, les éléments d'horreur sont plus importants, mais clairement, il n'y a aucune volonté d'essayer de faire un film d'horreur sérieux et construit qui prend au sérieux le genre de l'horreur. Donc c'est... Ne repartons pas sur The Substance. Donc du coup... Mais après, c'est un film intéressant pour parler de ce sujet, je trouve. Moi, j'ai un problème, en fait, fondamental avec la manière dont on l'aborde aujourd'hui en France. Et c'est pour ça que tu vois des Aja, des mecs comme ça qui en avaient rien à foutre, qui faisaient La Colline à des yeux ou qui font des films de Piranha ou enfin je sais plus quoi. Piranha 3D. Ils vont le faire pour le faire. Et pour pouvoir faire ça de manière entre guillemets sérieuse, il faut aller aux États-Unis. Valentin ? Oui, non, mais je pense que l'immense porte ouverte à enfoncer, c'est qu'effectivement, on a une tradition de cinéma qui, majoritairement, ne repose pas sur le genre. Enfin, historiquement, c'est ça. Et je pense qu'on paye encore beaucoup le mouvement très théorique, très intellectuel des années 50-60. Indéniablement, ça reste encore très présent dans la manière même dont on présente les projets. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des réalisateurs ou des réalisatrices qui sont mis en avant avec des thématiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le film de genre français, s'il ne touche pas à des problématiques politiques brûlantes et contemporaines, il n'a pas de valeur en lui-même. Ou alors, il est tout de suite relégué, à tort ou à raison, dans la catégorie des films qui ne peuvent pas parler de la société, enfin, en tout cas, qui n'ont pas de propos. Donc c'est à voir forcément avec une trajectoire historique et avec ce qu'on se représente comme étant un geste créatif qui, s'il n'est pas intellectuellement en prise avec le réel, disons, il n'est pas valable, quoi. Mais en fait, surtout, on a un cinéma qui est très institutionnalisé et du coup... Ouais, ce que j'allais dire, je pense que c'est une question de production. C'est complètement une question de production. C'est-à-dire que quand tu vas chercher des financements, c'est sur scénario et on te demande qu'est-ce que raconte ton histoire. Directement, il faut en fait avoir une espèce un fond social et du coup, forcément... Que ce soit la métaphore de quelque chose. Quand tu fais du cinéma de genre, du coup, t'es obligé d'arriver sur un truc métaphorique à 2 balles et à n'utiliser le genre que pour faire ça. Alors qu'à la base, si on prend le plus grand film d'horreur de tous les temps, qui est un film avec des personnages stéréotypés et une histoire extrêmement bête. Je ne parle pas de Substance. C'est Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, ça ne se pose pas la question de faire une métaphore de quoi que ce soit. Ça encapsule l'horreur d'une situation et après coup, on s'est rendu compte qu'en fait, évidemment que ça captait des peurs de l'époque, mais c'était pas le but premier. Si ton but premier c'est de faire ça, à aucun moment ça ne peut fonctionner. Et pourquoi ça fonctionne un peu plus aux États-Unis qu'en France ? Parce que c'est l'argent qui est un peu maître du truc. Alors ça reste une institution, mais c'est une institution monétaire. Et les films contre-culturels de genre, en fait, mine de rien, parce qu'il y a un espèce de côté spectacle, ça ramène des gens en salle. Donc du coup, forcément, je dévore pas le système américain qui a beaucoup de problèmes, mais forcément, si ton objectif c'est de faire de l'argent, tu vas beaucoup plus être amené, le système va être plus amené à produire des films contre lui, mais qui peuvent marcher et rapporter de l'argent. Et en fait, on s'en fout parce que ça a de l'argent. En France, c'est impossible parce que c'est les idées qui dominent, et du coup, forcément, on aboutit sur des films qui ne peuvent pas provoquer des imageries et une réflexion esthétique sur l'horreur intéressante. Et alors, attends, si j'essaie de vraiment comprendre la réflexion derrière ça, c'est-à-dire que finalement, quand un film est une métaphore, le film ne peut pas dépasser cette métaphore, c'est ça c'est super compliqué. Enfin, alors il y a des cinéastes qui arrivent. Enfin, je veux dire, typiquement, et l'Elevated Horror touche aussi les États-Unis. Ça vient de là quand même. Moi, personnellement, je trouve que des gens comme Ari Aster ou Jordan Peele, même s'ils s'inscrivent un peu dans cette démarche évidemment d'intellectualiser un petit peu le cinéma de genre, je trouve qu'il y a des vraies volontés de faire des visions hyper intéressantes et où le plan et la vision fonctionnent et priment sur le fond thématique. Et notamment Nope, par exemple, le dernier film de Jordan Peele, c'est complètement ça. Oui, je réagis juste sur ça. Nope, il fait que ça. Je veux dire, peut-être que effectivement ça fonctionne d'un point de vue horrifique, mais c'est que métaphorique. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Le propos de son film ne tient justement que pour la métaphore. Sinon, en fait, il y a plus de film. Non, parce que tu peux complètement vivre le film comme une pure expérience où d'un coup on va te balancer un film d'horreur et puis on va te balancer un espèce de film d'aventure qui se reconstruit en lui-même. Enfin, je veux dire, il y a une vraie expérience sensitive dans nos. Enfin, tu vois, surtout c'est que du pur cinéma extrêmement brut. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi je suis pas d'accord. Mais moi non plus je suis pas d'accord, mais je sais pas comment te le dire. Bien sûr, mais parce que du coup ça métaphorise quoi l'alien. Enfin, tu vois. Parce que tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement l'Elevated Horror américaine, c'est presque une approche très européenne avec. C'est la French Theory. Voilà, exactement. C'est la French Theory importée dans les maisons indépendantes américaines. Donc il y a quelque chose d'intéressant justement cette tradition-là infuse aussi aux États-Unis et que ça va pas, enfin ils ne font pas qu'influencer notre cinéma. Sauf qu'eux ils oublient pas de faire de l'horreur. Je pense que c'est pas nécessairement les mêmes personnes. Enfin, j'ai aussi. Et Nope est un film infiniment
quand même plus généreux Non, mais que tous les films dont on a parlé. Ça jusqu'ici s'incarne français. visuellement par de la mise en scène. Donc du coup, c'est du cinéma de fait. Là, le problème, c'est qu'en France, ça s'incarne par le scénario. Mais la mise en scène, c'est quoi? C'est genre de la caméra à épaule ou des grands angles. C'est chiant. Enfin, je veux dire, il y a pas de travail là-dessus. Tu vois, j'ai pas de problème avec un film qui métaphorise quoi que ce soit, parce que évidemment, dans les années 80, il y avait déjà des films d'horreur qui travaillaient ce genre de truc. Mais au moins, il y avait une fabrique de l'image. Il y avait une volonté. Et à la limite, le seul truc typiquement que je trouve dans The Substance, c'est qu'il y a un travail un peu des effets spéciaux, un peu pratique, qui est marrant. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Je veux dire, toutes les esthétiques en dehors dans ce film-là, je les ai déjà vus, et d'ailleurs elle cite les films qu'elle a vus. Donc en fait, c'est un truc qui tourne à vide et qui n'invente rien. Je trouve qu'on se pose pas en inventeur de forme en fait là-dedans, et c'est dommage. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on a l'impression que c'est comme si on n'avait pas non plus forcément d'un point de vue commercial. Je pense que la question de l'argent, elle est extrêmement importante historiquement et à long terme, de génération en génération, tu infuses des pratiques et des manières de concevoir le cinéma. J'ai l'impression que la France a jamais vraiment perçu le potentiel commercial en fait vraiment du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que quand je pense à un film par exemple comme les Diaboliques, par exemple, qui a été à un moment un film d'horreur un petit peu dans les années 50, il a fallu que ce soit Henri-Georges Clouzot qui le fasse, il aurait fallu que ce soit qui est à la fois Paul Meurice et Simone Signoret pour que le film puisse être vendable et qu'il puisse devenir un carton en fait. Il a fallu que le film se vende sur l'identité des acteurs et du réalisateur, alors même que le film en lui-même il est proprement horrifique et que tu aurais totalement pu faire ton beurre commercialement juste sur l'idée de l'horreur du film que tu allais proposer. En fait, c'est pas du tout le cas, et c'est intéressant d'un point de vue même marketing. La manière dont le giallo s'est construit en Italie, c'est à l'opposé de ça, c'est-à-dire que vraiment on est parti de dynamique d'adaptation et de petites maisons qui ont appuyé sur le côté de venez voir, c'est trash et c'est érotique, ce qu'on n'a pas trop fait en France en fait, en tout cas ça n'a pas pris. Alors on l'a fait, mais dans le côté cinéma d'exploitation quoi. Moi je vais un peu juste, enfin rajouter un dernier point et après on peut passer à la suite, mais juste par rapport à ça, moi je pense pas que ce soit que ça. Je pense aussi que c'est une notion. Alors, ça, les gens ne savent pas de quoi tu parles. Oui, parles. non, mais en fait d'inconscient culturel, c'est-à-dire qu'il y a une notion de. Tu parlais de l'Italie, tu parlais des États-Unis, c'est des pays qui sont extrêmement imprégnés encore de culture religieuse et donc de peur inconscientes, qui sont très liées au surnaturel, qui sont très liées à des esprits, à des machins, enfin des trucs que en fait dans un univers quand même en France assez laïcisé où en tout cas la raison cartésienne prime avant tout, cette peur viscérale de en fait il y a un démon qui va te sortir des tripes, il va te manger, qui est quand même la base de 54 milliards de films d'horreur américains, elle est moins crédible, elle prend moins, et cet inconscient chrétien, catho dans le cas de l'Italie, protestant dans le cadre des États-Unis, non mais en fait il est beaucoup plus prégnant et tu peux beaucoup plus faire peur au premier degré avec ce genre d'imaginaire que en France faut ressortir je sais pas des histoires des légendes de la bête du Gévaudan, tu vois, c'est pas on n'a pas je vous parlerai tout à l'heure avec Tino. on n'a pas exactement je pense cette manière de représenter un inconscient horrifique surnaturel que peuvent avoir l'Italie ou les Alors États-Unis. juste un instant, il y a Rita qui voudrait intervenir. Rita, bonjour Rita. Bonjour Rita. Rita, oui. Sur l'horreur, en fait, c'est juste ce que tu viens de dire, ça vient de faire percuter sur moi un truc assez fort sur les comédies romantiques. Je sais, bear with me, j'arrive, mais sur le cynisme en fait. Et je pense à ça notamment quand j'ai vu Anora et que je vois certaines réactions et par même les gens qui étaient dans la salle à côté de moi, comment ils réagissaient. J'ai l'impression que les gens sont devenus trop cyniques pour rentrer dans une comédie romantique et de la même manière pour rentrer dans un film d'horreur. Le truc de, on n'a pas assez peur en France parce qu'on est devenu laïque in a way. Je pense que ça rejoint beaucoup de problèmes qu'on a avec les publics surtout jeunes qui prennent tout au millième degré, tout est sarcasme, donc c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans des films qui partent de quelque chose de viscéral. Alors, en fait, je pense que ça se discute. Ils vont voir Terrifier 3. Oui, voilà, puis je pense que ça se discute parce que tu vois, Saw par exemple, c'est un film américain, c'est un carton, mais il y a pas grand chose de surnaturel. Bon, enfin, tu vois, on peut faire de l'horreur. Oui, c'est un torture porno. On peut faire de l'horreur sans faire du surnaturel. Il y a plein de sous-genres d'horreur qui impliquent pas de surnaturel. Le boogeyman est un truc quand même. Je suis d'accord, c'est simple, mais c'est pas parce qu'on peut pas faire le truc le plus simple en France qu'on pourrait pas faire mieux. Je voudrais juste, avant de tourner la page, mentionner un réalisateur qu'on n'a pas mentionné, qui est Vanitschek, qui a fait Vermine l'année dernière, et je pense qu'on pourrait le comparer avec un réalisateur pour le coup belge, qui est Michael Blanchard, qui a fait un court-métrage qui s'appelle T'es morte Hélène. Dans les deux cas, chacun, c'est-à-dire que ont été appelés par Sam Raimi pour réaliser leur prochain film. Donc ça veut quand même dire que, on va dire, la French horror, ou en tout cas quelque chose une espèce de petit supplément qu'on pourrait avoir, intéresse aux États-Unis ou intéresse une audience plus large. Mais tu vois, ces mecs-là, ils ont fait un film, ils sont jeunes et clairement ils sont pas passés dans les circuits très habituels, tu vois, et donc ils sont fait happer très vite par les États-Unis.
Ah, c'est vrai que même pour financer leur film, tu vois, il y a Netflix derrière Le Vermine de Vanitschek. T'es Mortellen, t'as un court-métrage. T'es Mortellen, un court-métrage. La Nuit se traîne, je sais pas comment il l'a financé, mais c'est vrai il a un gros budget, La Nuit se traîne. Ouais, mais je suis pas, c'est pas le CNC qui est derrière ça, quoi. Donc c'est normal quelque part que justement ces mecs-là qui passent par des circuits un peu genre parallèles, qui sont un peu à imitation américaine, en fait derrière se font recruter par des Américains, quoi. Donc il ne peut exister de cinéma d'horreur française que dans la contre-culture, ou en tout cas à l'extérieur des institutions françaises. Tant qu'elles sont pas prêtes à accepter, quoi. Eh ben écoutez, très bien. Comme disait Alban. Et ben pour l'instant, voilà, on espère peut-être voir un retour, un vrai retour, ou plutôt une vraie arrivée, puisque comme vous l'avez compris, il n'y a jamais eu de vrai cinéma de genre français complètement en place, d'horreur, effectivement, d'horreur. Alors on va tout de suite quitter le cinéma de genre vraiment très 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 loin pour s'intéresser Ça va être intense, hein. au cinéma d'Emmanuel Mouret, qui revient au cinéma avec 3 amis. Écoute, des aventures, j'en ai déjà eu et ça me fait vraiment pas rêver. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade, voilà. Bon, il y a des gens qui adorent ça, et moi j'ai le vertige. T'as plus envie de... Enfin, je veux dire, plus jamais envie de faire l'amour avec moi. Alors moi, s'il faut te dire la vérité, j'ai jamais été amoureuse d'Eric. C'est vraiment mon amour. Alors, la petite musique d'Emmanuel Mouret. Camille Cotin, Sarah Forestier et India Air sont les 3 amis d'Emmanuel Mouret, évidemment au cœur d'un marivaudage, comme le réalisateur des Choses qu'on dit, les choses qu'on fait et de Chronique d'une liaison passagère a le secret. Alban, tu nous as souvent parlé du cinéma d'Emmanuel Mouret. Est-ce que 3 amis est, comme la presse dithyrambique le dit, l'un de ses sommets ? Oui, moi je pense, en tout cas, je mets peut-être, en tout cas pour l'instant, parce que je sors du film au-dessus quand même, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, parce que je trouve que c'est un film, en tout cas dans la carrière d'Emmanuel Mouret, il a jamais fait mieux pour l'instant. 3 amis, en fait, faut que c'est le temps de décanter. Effectivement, c'est un marivaudage. Là, il y a des sujets en plus où il y a quand même la question du deuil qui est quand même omniprésente dans le film, parce qu'il y a le personnage incarné par Vincent McCain, je spoil pas, c'est dans la bande-annonce, qui décède en fait au début du film, même si sa présence va plus ou moins hanter tout le reste du film. Effectivement, c'est des histoires de gens qui cherchent des réponses, et en tout cas se posent des questions sur l'amour, sur la manière de gérer son couple, sur la manière de gérer le deuil. C'est un film qui est infiniment tendre, infiniment bouleversant, plein de douceur. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir après. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup ému, et je pense que Emmanuel Mouret, en tout cas, tient quelque chose qu'il n'avait pas, en tout cas, dans ses autres films avec celui-là. C'est pas forcément lié au deuil, pas forcément lié à la manière dont ces sujets vont être traités, mais il y a, je trouve, une sorte de supplément d'âme au cinéma de Mouret qui vraiment emporte tout sur ce film-là. Manon, est-ce que tu rejoins l'enthousiasme d'Alban ? Est-ce que tu es aussi fan que lui du cinéma de Mouret ? Non, enfin c'est souvent, non, j'ai pas tout vu, mais c'est souvent une fois sur 2. Mais celui-là, pour le coup, c'est tombé du bon côté. Enfin, j'ai été aussi assez charmée par ce film. Il y a des choses sur lesquelles j'ai des réserves, mais j'ai trouvé ça assez réussi. Je trouve que c'est vraiment, donc tu l'as dit, il est un peu expert du marivaudage, et beaucoup des films aussi de déambulation, de paroles quand on marche comme ça. Et là, je trouve que c'est un des points forts du film, c'est que il orchestre ses déambulations vraiment très très bien. C'est vraiment un ballet, je trouve vraiment extrêmement bien mis en scène dans la façon dont il gère ses cadres, les entrées dans le champ des personnages, comment il s'en retire aussi en fonction de leurs relations les uns avec les autres. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien maîtrisé, formellement en tout cas. Ouais. Alors, Imen, ça a été long, non, de nous entendre parler de cinéma d'horreur. C'est très intéressant. Avant de venir. 3 amis et le cinéma d'Emmanuel Mouret, de manière plus générale, c'est vraiment un cinéma de comédien, et là, en l'occurrence, de comédienne. Complètement. Je trouve que c'est surtout là, pour le coup, dans ce film précis, le film d'India Air. À mon humble avis, elle irradie. Il y a quelque chose où elle crève l'écran. J'allais venir, mais effectivement. Et à tel point qu'on oublie qu'il y a Camille Cotin dans ce film, et que Sarah Forestier fait son grand retour après des années, tellement en fait. À tel point qu'on oublie que c'est India Air, d'ailleurs. Oui, complètement. Elle est bouleversante. Et voilà, moi personnellement, en termes d'où je me place dans le cinéma de Mouret, je pense que je suis vraiment entre vous deux. Je trouve que c'est un film sur 2 qui est bien. Chronique d'une liaison passagère, j'ai absolument haï. On en avait déjà parlé à Alban. J'avais trouvé ça catastrophique, et où en fait, là, je trouve que la grosse force de ce film, c'est que justement, il transcende un peu les poncifs de son cinéma pour l'emmener complètement ailleurs, et pour faire quelque chose que je trouve à la fois plus accessible et à la fois nettement plus pertinent. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est éloigné de Paris qu'il a décidé de nous camper ça à Lyon. Oui, c'est tourné à Lyon. C'est tourné à Lyon. Et que donc, il nous raconte autre chose. Mais moi, il y a une grâce, en fait, j'ai trouvé dans ce film qui m'a vraiment bouleversée, et sur tous les aspects qui sont traités. Et alors après les débats sanguinaires qu'on a eus, j'ai l'impression qu'on a enfin un plateau plein de douceur. Romane, est-ce que tu partages l'avis
de. Bah oui, complètement. Ah ouais. C'est vrai que c'est un film très tendre, donc c'est difficile d'en parler avec de la haine. Et en fait, surtout, moi, c'est mon film de réconciliation avec Emmanuel Mouret, parce que j'étais vraiment très fâchée contre lui après Chronique d'une liaison passagère que j'ai vraiment haï. Donc j'y allais un peu reculons, surtout que j'y suis allée, je regarde les 10 premières minutes où je me dis putain, mais ça parle encore d'amour alors que ça s'appelait Trois amis. J'espérais un truc sur l'amitié. Ça parle pas du tout. Enfin, faut pas se fier au titre, ça parle pas d'amitié. Mais du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter de nouveau là-dessus? Et en fait, il y arrive. Et c'est ça qui est vraiment été une grande surprise, très agréable, parce que il arrive à nous raconter des choses encore nuancées, encore intéressantes. Et voilà. Après, effectivement, je pense qu'il faut pas s'attendre à un film d'amitié, parce que c'est pas ça que le film raconte. D'ailleurs, on les voit très peu, toutes les trois ensemble. Il y a quelques petites scènes entre elles, mais c'est vraiment pas ça qu'on retient. Trois enseignantes. Non, il y en a une qui est Sarah Forestier. Ah oui, voilà, Sarah Forestier, qui est plutôt artiste, peintre et aussi prof d'art plastique. Oui, alors ça parle quand même un petit peu d'amitié. On va pas spoiler, il y a quand même des actes assez forts qui sont faits par amitié dans ce film-là, notamment à la fin du film. Ce que tu disais, Manon, au tout début, sur le fait que c'est un ballet, que les personnages rentrent dans le cadre, sortent et qui déambulent en fait pour animer leur discussion, c'était quand même déjà présent dans le cinéma de Mouret. Et je trouve, même si vous l'avez haï, c'était déjà bien en place dans Chronique d'une liaison passagère, où Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin n'arrivaient pas en fait à tenir en place quand ils parlaient. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de vachement intéressant, notamment la scène de la rencontre, enfin une de leurs premières rencontres dans un bar, où finalement ils tournaient autour du bar, je veux dire du bar, des chaises hautes et des tables, etc. Là, il reprend quasiment le même dispositif quand au début du film, Camille Cotin et India Air discutent dans un café, prennent un café ensuite pour aller boire une bière. Il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas, il a des marottes, ce mec, il fait toujours faire la même chose, il essaye dans chaque film de pousser le curseur un peu plus loin, et là en fait il le fait, mais ça rend pas du tout le rendu complètement lourd ou complètement théorique. Il y a quelque chose de complètement fluide, comme s'il avait atteint en fait la chose qu'il voulait nous raconter depuis le début, parce qu'en fait, j'en ai parlé il y a 2 ou 3 semaines, il a fait son premier court-métrage de fin d'école est disponible sur Arte. Ça parlait déjà des questions sur l'amour, sur comment on est en couple, quelles questions on se pose, etc. Et là, en fait, il le fait avec à la fois une douceur pour ses personnages et l'impression aussi un petit peu pour lui-même, et à la fois une sorte de dérision par rapport à ses précédents films aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose où il revoit un petit peu les erreurs qu'il a fait dans ses précédents films, il les regarde plus avec tendresse qu'avec critique, j'ai envie de dire. Et tu parlais de douceur, etc. C'est vrai qu'il y a un ton très propre quand même au cinéma d'Emmanuel Mouret. Ouais, mais là c'est moins verbeux, je trouve que c'est moins un peu prétentieux, ce qu'on pouvait reprocher au cinéma de Mouret. Moi je trouve que quand même des fois, moi c'est juste le point négatif que j'aurais sur le film, c'est qu'il aime quand même beaucoup le langage très châtié et tout ça, et des fois moi ça m'a un peu sorti du film, parce qu'il parle quand même et c'est ce que j'ai adoré, c'est que c'est que un film qui parle d'amour. On n'a pas le quotidien autour, quoi. C'est une espèce de bulle où on ne parle que d'amour, on n'a pas les petites trivialités. Mais des fois, on aurait aimé je trouve que des fois, ça crée un peu de la distance entre les personnages, ces langages très châtiés et tout, et il y a quelque chose d'un peu pas tout à fait assez organique, je trouve, entre eux. Mais tu parlais du titre tout à l'heure, Romane, Trois amis, qui est pas forcément très bien choisi. Et moi, je m'étais noté un titre qui serait bien, je pense, pour ce film. Conseiller à Mouret. Non, mais c'est Joanne, le personnage joué par India Air, qui fait cette suggestion dans le film pour renommer le roman de Damien Bonnard, qui écrit des romans. Elle dit, t'aurais dû l'appeler Heureuse cruauté, et je trouve que le film porterait bien ce titre, parce que il y a quand même, donc il y a la question du deuil, il y a la mort et tout, et en même temps il y a toujours beaucoup de lumière, quoi. Enfin, personne s'appesantit sur ce sujet-là du deuil, et c'est vraiment, enfin moi j'ai ressenti cette espèce de forme d'optimisme et de légèreté malgré le sujet, que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que moi, le côté littéraire m'a pas tant gênée, parce que je trouve que par rapport à ses précédents films, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu plus maîtrisé là-dedans, parce qu'il y réfléchit à cette question de la littérature. D'ailleurs, il l'intègre par ce genre de petites sous-intrigues. Mais en fait, c'est surtout la façon dont il va jouer avec, notamment avec la voix off, puisqu'il y a Vincent Macaigne qui en fait rythme le film, alors que voilà, effectivement, il est mort. Donc on a un truc qui est complètement, et qui joue avec le spectateur. Il s'adresse à nous par moment. Il y a quelque chose où vraiment, je sens qu'il a réfléchi à cette question de comment intégrer la littérature pour faire en sorte que cette tonalité soit pas trop non plus, crée pas un fossé entre nous et le spectateur, ce qui fait que moi j'ai complètement accepté, je suis rentrée là-dedans beaucoup plus facilement que peut-être d'autres films à lui qui sont en effet très littéraires, très bien exprimés, etc. Oui, et en même temps, enfin, je veux dire, c'est effectivement le cinéma d'Emmanuel Mouret, c'est un cinéma qui parle très bien, etc. Et je pense qu'on le sait. Donc à partir du moment où on n'aime pas, on n'est pas obligé. Oui, il va pas changer radicalement non plus. Et il y a aussi un petit truc en plus. Peut-être que je te laisserai la parole ensuite. Enfin, je veux dire, si tu veux parler d'India Air, moi je pourrais en parler. Elle attend. Je voulais juste rajouter que là, pour la première fois aussi, Emmanuel Mouret fait une sorte de
fantastique ou de merveilleux dans son film, sans dévoiler, et ça donne quand même peut-être la plus belle scène de tout son cinéma. C'est une scène qui est vraiment bouleversante, qui arrive pas du tout à la fin du film, qui est une scène qui accompagne les personnages, en tout cas un des personnages, et qui l'aide aussi à avancer. Et je trouve que c'est un acte de générosité vraiment intense qu'il a fait, et je trouve que pour le spectateur, je parle de générosité, et je m'attendais pas du tout à ça en fait, et j'avais peut-être en regardant la bande-annonce l'espoir que ça soit ça, et en fait ça l'a été. C'est pour ça que je dis que c'est généreux, et je trouve que dans le cinéma de Mouret c'est plutôt rare, et je trouve que c'est vraiment bouleversant la manière dont il le fait en 2024, avoir fait qu'un film sur l'amour, quoi. Ouais, je vais reprendre ce terme de généreux, et parce que c'est ce que j'ai ressenti aussi en fait, c'est qu'il y a quelque chose où je trouve que ces précédents films étaient quasiment statiques, où ça nous montrait une certaine vision de l'amour qu'on devait un peu subir, qu'on soit d'accord ou non, alors que là je trouve que le fait de camper en fait 3 personnages différents, 3 femmes qui ont des visions de l'amour qui sont quand même assez opposées, et surtout de nous montrer des personnages qui sont complètement en mouvement, mais pas que dans leur histoire d'amour, mais aussi intérieurement dans ce qu'elles perçoivent d'elles-mêmes, ce qu'elles perçoivent de l'amour, ce qu'elles perçoivent de la vie, et je trouve qu'en fait ça fait que les spectateurs sont en mouvement aussi face au film. C'est que souvent j'ai eu l'impression d'être de marbre, là vraiment je me suis questionnée, je trouve que c'est un film qu'il faut pas aller voir en couple parce que on remet un peu tout en perspective quand même, et que ça amène en fait à des espèces de prismes de questions qui sont hyper pertinentes, et où j'en suis sortie nourrie, alors que clairement il y avait certains de ces présents films où j'en suis sortie plutôt vidée. Ouais. Je trouve que là, il met vraiment le doigt sur un truc, c'est l'insatisfaction amoureuse, quoi. Je trouve que vraiment le personnage d'India Air, il est tragique en ce sens, c'est que vraiment c'est une éternelle insatisfaite amoureuse, et je pense que plein de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Et effectivement, comme tu disais, avec ces 3 portraits de femmes, c'est peut-être pas tant l'amitié qui compte entre elles, même si elles sont très amies, mais c'est nous présenter ces 3 visions de l'amour. Et moi, ouais, ce truc sur l'insatisfaction, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et effectivement, il présente 3 visions de l'amour, et en même temps, c'est pas des visions, ils ne demandent pas de choisir en fait laquelle est la mieux et ce qu'il faut faire. Il y a pas un personnage qui fait un choix. Et en fait, il les juge, et même entre elles, c'est pour ça aussi que c'est un peu un film sur l'amitié. Elles échangent et elles se nourrissent aussi mutuellement de leurs expériences. Et c'est comme ça en fait qu'elles avancent à la fois dans leur vie, à la fois dans leur couple, à la fois dans leur deuil. Et c'est pour ça que le film est généreux aussi, c'est qu'il ne choisit pas. Donc Bah, juste peut-être aussi un truc que j'ai retrouvé dans ce film que j'aime beaucoup chez Emmanuel Mouret, c'est cette tonalité qui est un peu, je trouve, le cul entre 2 chaises, c'est-à-dire que à la fois c'est comme on dit, c'est-à-dire c'est plein de subtilités, de nuances, ça parle de un peu de philosophie quand même, d'amour, etc. Et en même temps il y a un truc qui est assez lourd, mais qui me dérange pas, parce qu'encore une fois il trouve un équilibre entre les deux qui est assez, et puis c'est totalement assumé, comme c'est très littéraire, romanesque, etc. Donc c'était très agréable. Le seul bémol que j'aurais pour le film, c'est juste la musique, que j'ai vraiment, il en met trop partout, plein, et j'ai vraiment, ça me crée une distance émotionnelle. Ils sont pas l'air d'accord avec toi. Non, juste sur la musique, à un moment, je savais pas que ça existait, mais il y a le sample de la sonnerie iPhone. Enfin, j'ai pété un câble. Ouais. Et plusieurs fois d'ailleurs, ça revient dans le film. Non, mais c'est très bien, parce que quand on se met à complimenter, je vous disais, la musique du film, quand on parlait du Zemeckis tout à l'heure, c'est qu'a priori, on n'a pas grand-chose de bien à dire sur le film. En revanche, quand on est complètement d'accord, sauf sur la musique du film, c'est qu'a priori, plutôt, on est d'accord pour recommander absolument ces 3 amis d'Emmanuel Mouret. Et maintenant, on va parler d'un documentaire qui s'appelle Au boulot, je le prononce comme ça parce qu'il y a un point d'exclamation, co-réalisé par François Ruffin et Gilles Perret. Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. On rhume une angine et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salman, que vous veniez vous installer pendant 1 mois, 2 mois. Ouais, ça me donne de l'urticaire. La voix que vous entendez, c'est donc l'avocate parisienne Sarah Saldman qui s'emporte sur le plateau des Grandes Gueules. Et suite à ça, le député François Ruffin l'invite alors à faire un essai, celui d'essayer par elle-même de survivre avec un SMIC. La question du film, c'est peut-on réinsérer les riches? Romane, n'importe quoi. Rita, tu étais déjà fiévreuse. J'imagine que ce film n'a pas arrangé ton cas. Eh ben écoute, se réveiller dans le monde dans lequel on s'est réveillé ce matin et avoir de la fièvre et voir ce film, je dois dire que le seul bonus de cette journée, c'était d'aller le voir avec Félix, parce que c'était quand même une expérience à ne pas reproduire seule, je pense. Écoute, ce que je trouve fou, c'est que la pub du film, c'est-à-dire sur l'affiche, il y a écrit « Entre debout les femmes et Merci patron », qui sont ces 2 films précédents. Et je trouve ça assez compliqué quand pour vendre ton film, tu as ça et Sarah Saldman. Et j'y allais vraiment à reculons, sachant que j'ai pas vu les films de François Ruffin, les précédents qui, je crois, sont des films qui sont plutôt tu adorés. Tu n'avais pas vu Merci patron, d'accord. En tant qu'objet documentaire et politique. Et en fait, j'ai passé le film à me poser une question jusqu'à la fin, qui était à quoi ça sert d'avoir Sarah Saldman en particulier, qui va du coup se réinsérer en tant que riche. Qui est Sarah Saldman? C'est vraiment la question qui me revenait le plus. Et puis à la fin, alors je vais me permettre de spoiler, mais c'est pas vraiment spoiler, parce que François Ruffin le dit sur tous les plateaux en faisant la promo du film, qui est que à cause du conflit
en Israël et Palestine, et les positions de Sarah Saldman, ils ont dû la tèche du tournage parce que ils arrivaient juste plus à s'entendre sur cette question-là. Et c'est du coup un film qui se pose la question de pourquoi est-ce qu'il existe, et moi la première. Et pour autant, malgré tout ce que je viens de dire, j'ai pas passé un moment dégueulasse, parce qu'il y a un truc que François Ruffin fait bien, c'est mettre en lumière des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran, encore moins dans une salle de cinéma. Et d'ailleurs, il y a, et ça je ne divulgacherai pas, il y a un moment, une espèce de renvoi au Festival de Cannes dans ce film qui est extrêmement beau vers la fin. Et je vais peut-être laisser Félix en dire 2 mots aussi avant qu'on en discute. Bon, Félix, a priori, c'est très sympa d'aller voir des films avec toi. Mais est-ce que ça veut dire que tu partages l'avis de Rita ? Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un film qui est très bizarre. Alors déjà, c'est un peu mensonger parce que c'est pas vraiment un film qui lui fait de vivre avec le SMIC pendant 3 mois. En fait, c'est sur une semaine. Enfin, je crois qu'ils ont tourné ça sur 2 semaines. Et en vrai, elle va plus s'essayer à plein de métiers qui justement sont au SMIC que réellement vivre avec le SMIC. Pendant 2 semaines, mais du coup en fait effectivement comme disait Rita, elle sert un peu à rien. Il y a un peu un côté même assez pervers, je trouve, parce que même si évidemment que je la déteste et que voilà, elle mérite, comme je pense elle hérite beaucoup de gens, c'est assez, il y a un truc pervers de voir Ruffin et les autres se moquer d'elle parce qu'elle est pas en capacité de faire des trucs. Je suis pas sûr en fait que moi je sois en capacité d'installer une fibre optique non plus, tu vois, donc du coup bon voilà. Et Ruffin il l'est. Et Ruffin non plus, donc du coup c'est quoi. Il faut te réinsérer. Réinsérer aussi. Mais voilà, donc ça m'a un petit peu gêné parce que j'aime pas trop le cinéma défouloir quoi qu'il arrive, même quand il s'agit de gens que j'aime pas. Mais par contre, en fait, à partir du moment où effectivement on l'enlève progressivement en fait du récit, je trouve que et je vais complètement paraphraser Rita, je trouve qu'il y a un truc très beau dans cette volonté de donner la parole en fait à ces gens et de les illustrer aussi dans leur quotidien et de confronter évidemment Sarah Saldman, mais du coup à travers elle le spectateur qui en fait, parce qu'on est tous très loin mine de rien des chaînes de production de saumon fumé ou trucs comme ça, de se rendre compte en fait que toute cette espèce de vie consumériste extrêmement voilà qui régit notre quotidien vient quand même de ces gens qu'on a complètement invisibilisés. Et ça effectivement je trouve que c'est assez fort. Ruffin se met un peu trop en avant à mon goût, comme à chaque fois où il est là à porter des cagettes, des machins, parce que voilà, il prépare à mon avis certaines élections. Mais Carrie, l'aide-soignante. Mais à côté de ça, je peux pas lui enlever le fait que le projet du film est assez marrant, même si je trouve que ça va un peu nulle part, et en même temps ça permet quand même, je trouve, toujours d'aller filmer des gens qui sont qu'il faut filmer aujourd'hui, qu'il faut surtout filmer aujourd'hui, je pense. Rita, tu veux rajouter quelque chose ou on recommande donc d'aller voir cette Au boulot? J'aimerais juste rajouter il y a une grande discussion dans le film à un moment où François Ruffin lui dit: je ne veux pas t'emmener faire du tourisme de folklore social. C'est-à-dire que c'est drôle parce que c'est le truc qu'on se dit dès le début, parce qu'elle fait un peu Barbie Passion. Enfin, il y avait des jeux comme ça sur la DS, quoi. Barbie Passion, tester des métiers différents. Et vu qu'en plus elle abandonne très vite parce qu'elle est nulle. Enfin, même en livrant des colis, elle est venue en talons aiguilles, donc elle est extrêmement nulle. Donc en plus, il y a une espèce d'effet comique. Et je suis d'accord avec Félix que ça peut être un peu pervers quand tu regardes, tu dis sur quoi je rigole. Enfin, qu'est-ce qui est drôle en vérité dans cette scène, à part le fait que cette meuf est en talons et fait des livraisons. Mais quand ils discutent du fait qu'elle fait potentiellement du tourisme folklorique social, je trouve que la question va pas jusqu'au bout. Et malgré le fait qu'on nous a mis en lumière des gens assez intéressants, déjà, on répond pas à la question est-ce qu'on peut réinsérer socialement les riches, qui était en vrai une question assez intéressante. Et surtout, je ne comprends pas Sarah Saldman, mais vraiment j'ai fait des recherches sur elle après le film, parce que il y a un moment où elle lave le crâne d'un vieux monsieur avec une aide-soignante et elle a un stack de bracelets et de montres, mais on dirait un dessin animé on aurait dit une caricature absolue de quelqu'un qui veut paraître riche en fait. C'est-à-dire que c'est que des choses qui sont faites pour montrer combien ça a coûté de payer, et ça me fait même me dire que c'est pas une vraie riche. Sarah Saldman, vu comment elle est présentée dans le film et les comportements qu'elle a, c'est vraiment juste quelqu'un de très tapageur et de très je veux être à la télé. Donc en fait j'ai envie d'un vrai film de fiction biopic sur Sarah Saldman. Et c'est ce que j'avais proposé. Mais est-ce que je la voulais dans ce film-là? Je sais pas. Bon, écoutez, on peut encourager en tout cas à la fois les deux réalisateurs à nous faire peut-être un vrai documentaire sur Sarah Saldman, même si je suis pas sûre qu'on ait envie de lui donner forcément plus de temps d'écran. Félix ? Non, par contre, si jamais vous avez des amis ou des gens que vous connaissez qui pensent vraiment que la France est un pays d'assistés, allez, poussez-les à aller voir le film, parce que je pense que mine de rien, il y a quand même un petit truc qui peut se produire chez eux. J'aime bien que Laurent ait été name droppé. C'est évidemment une blague. Bon, on vous encourage donc quand même à aller voir ce documentaire qui est Au boulot avec un point d'exclamation. Maintenant, c'est l'heure des recos de la perche. Petit jingle. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir.
je suis obligée de dire ce que tu dis hors antenne. T'as dit, je crois pas que la France soit un pays d'assistés. En revanche, je suis un fasciste. Même moi, je pense pas qu'on soit un pays d'assistés, et pourtant, je suis un fasciste. Pardon. Rita, tu restes avec nous. Tu vas nous parler de Martha Stewart, une icône américaine, avant Sarah Selman, une icône française. Bah écoute, cette semaine, je suis venue parler de documentaires sur des femmes blondes girl boss. Alors, Martha Stewart, c'est un documentaire dans lequel elle interagit, c'est-à-dire que la moitié des interviews, c'est des interviews avec elle-même. C'est un documentaire entièrement Netflix, c'est-à-dire que dans la forme, faut pas y chercher autre chose que des gens qui parlent face à une caméra avec 3 angles dans une pièce très jolie et quelques images d'archives. Mais il y a un certain charme à voir cette dame qui a réussi à faire 35 comebacks dans sa carrière, qui est la première milliardaire self-made woman aux États-Unis. Est-ce que c'est bien d'être milliardaire ? Non, on vient de parler de François Ruffin, mais c'est intéressant comme manière de montrer les choses. Je pense que c'est avoir un dimanche avec une recette que vous avez préalablement cuisinée d'un livre de Martha Stewart et du thé. Je pense qu'il ne faut pas chercher grand-chose d'autre après. Ça reste un film très américain sur la réussite et la méritocratie, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord politiquement, on va dire, mais qui se laisse regarder, on va dire. Voilà, c'est ce que j'en dirais. Et c'est sur Netflix, comme, je pense, la contre-reco de Laurent. Laurent, tu as vu Time Cut. C'est vrai que j'ai vu ça. Time Cut, c'est aussi un film de voyage dans le temps, puisque voilà, on en parlait au début. Alors, tu te souviens même plus l'avoir vu ? En fait, si. Non, mais c'est un film de voyage dans le temps avec... dit-il en se grattant l'œil avec peine. Une jeune lycéenne dont je me rappelle plus le nom, qui est renvoyée dans le passé en 2003, le jour où sa sœur, qu'elle n'a jamais connue parce qu'elle est née après 2003. Ouais. Ils sont 2 comédiennes de série Netflix, Ginny et Georgia pour la sœur aînée et Outer Banks pour la deuxième sœur. En fait, sa sœur a été assassinée sauvagement par un tueur en série dont on n'a jamais retrouvé la trace. Et donc, en fait, ça fait une espèce de film de voyage dans le temps, slasher, où elle va essayer d'éviter les meurtres, et évidemment, ça va pas si bien marcher. En fait, j'ai pas montré plus d'intérêt à regarder le film que les gens qui l'ont fait à le faire, quoi, clairement. C'est-à-dire que c'est vraiment bas du front, il n'y a pas beaucoup de réflexion, ni de recherche, ni d'envie, quoi. On se dit, on va faire un mash-up de 2 trucs qui marchent un petit peu. On va surtout, en fait, tirer sur la nostalgie, ce que Netflix aime bien faire. On a tous vu Stranger Things. Mais là, ce qui est marrant, c'est que c'est vrai que ce qui a un peu choqué les gens, c'est que la nostalgie, ça peut commencer aussi après les années 2000. On était tous nés en 2003. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai l'âge des personnages en 2003. Enfin, c'est-à-dire qu'en 2003, j'ai exactement le même âge que les personnages avaient. Et en fait, il y a des moments où ça marche de ouf sur moi. Que, franchement, les seuls moments où j'arrive un peu à accepter le truc. C'est Avril Lavigne, ça. C'est les moments où on passe Wheatus, où on passe Vanessa Carlton, où il y a Buffy contre les vampires et des trucs comme ça. En vrai, c'est nul, c'est cheap de ouf. En dehors de ça, il y a rien. Tu sens que personne s'est fait chier, quoi. Mais en fait, c'est dingue de voir à quel point la nostalgie, ça peut être un moteur hyper fort pour apprécier un truc. Même si là, quand même, ils auraient mérité de faire un peu mieux. C'est parce que même pour moi, ça n'a pas suffi. Voilà, si ce film en fait donne une leçon et sert à quelque chose, c'est montrer ça. Et Netflix l'a bien compris, comme tu le disais. Alors, vraie nostalgie et surtout vrai reco. Félix, c'est les 15 ans du film Coraline qui ressortent en salle. Ouais, c'est un film d'animation réalisé par Henry Selick, qui du coup est derrière L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et non, c'est pas Tim Burton. Et d'ailleurs, je pense que le film est très bien parce que c'est Henry Selick. Il a produit, Tim Burton. Oui, il a produit, il a créé des personnages, des machins. Mais je pense que la maestria visuelle reste quand même, revient à Selick. Et d'ailleurs, quand tu fais 2 chefs-d'œuvre d'affilée, quasiment, c'est que t'es quand même un boss. Et Coraline s'en est un, je trouve. Grand traumatisme de mon enfance, mais bon traumatisme d'enfance. Je pense que c'est intéressant que les enfants se confrontent à ce film-là parce que ça aborde des thématiques qui sont pas faciles et en même temps, je trouve avec panache et intelligence. Pour vite recontextualiser, ça raconte l'histoire de Coraline, qui est une fillette assez intrépide qui vient d'emménager avec ses parents dans une nouvelle maison, et il se trouve qu'en fait, en la fouillant un petit peu parce qu'elle s'ennuie, elle tombe sur une porte qui est condamnée, et en l'ouvrant, elle découvre un appartement qui est similaire au sien, mais où tout semble un peu merveilleux, attrayant, et où les gens ont à la place des yeux des boutons, parce que évidemment c'est un film d'animation. Et ce qui est absolument génial, je trouve, c'est que le motif horrifique, entre autres dans ce film-là, c'est quelque part de revenir un peu justement au côté marionnette et stop motion. Il fait de la stop motion presque le motif horrifique de son film, et ça qui, je trouve, est vraiment passionnant. Donc si vous n'avez pas vu Coraline, allez-y. Si vous avez des enfants qui n'ont pas vu ce film,
allez-y. Vraiment, juste allez-y, c'est trop bien. J'aime bien parce que ça fait 2 semaines de suite qu'on parle des traumas d'enfance entre toi et les yeux boutons de Coraline et les vers qui sortent des yeux chez Miyazaki, Princesse Mononoke, pour Yuri. Bon, merci pour ces recommandations et on va rester sur le terrain de la nostalgie puisque cette semaine, c'est moi qui me colle à l'exercice de la carte blanche. Sachez quand même que le sujet de celle-ci a été réclamé à corps et à cri par les perchés autour de cette table. Et petit jingle. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Bon, pour ma première carte blanche, je vais vous parler d'un de mes plus grands plaisirs coupables, celui que j'éprouve en secret, vous le savez tous, et d'ailleurs c'est pas un secret de fait, pour une série ado MTV du début des années 2010, c'est Teen Wolf. Alors d'abord, je vais faire une petite remise en contexte pour les profanes. Teen Wolf, c'est le remake d'un film de 85 avec Michael J. Fox, et la série débarque en pleine Twilight Mania, et 2 ans après le lancement de Vampire Diaries qui cartonne sur la CW. Donc c'est un projet, mais vraiment 100% opportuniste, et dont le concept est résumé par le titre. Teen Wolf, c'est l'histoire d'un adolescent loup-garou. Sans surprise, il développe des pouvoirs, il doit trouver un nouvel équilibre entre son identité de loup-garou et son quotidien d'adolescent. Évidemment, en tombant amoureux d'une fille, son premier amour, qui, attention youpi, hasard éculé de scénario, s'avère être issu de, je vous le donne en 1000, une famille de chasseurs de loup-garous. Donc à ce stade, j'ai pas grand-chose à déclarer sur la série, si ce n'est un ton comédie gentiment parodique qui déjà la distingue des très premiers degrés Twilight et Vampire Diaries, et des effets spéciaux vraiment low cost et très douteux qui, je trouve, participent à son charme. Les loups-garous ont des dentiers d'Halloween, des fausses oreilles en caoutchouc, et pour des raisons qui m'échappent encore, des rouflaquettes. Et la série, pour ne rien arranger, est tournée dans une nuit américaine vraiment trop bleue et avec une machine à fumer en roue libre pour tenter de masquer la cheaperie de l'ensemble. La première saison, elle est plutôt efficace mais très classique, et c'est la 2 qui lance vraiment la série en nous introduisant, et là, accrochez-vous bien, le nouveau méchant qui est un lézard géant, métamorphe, à la baffe paralysante, qui se fait contrôler à distance par un grand-père télépathe et cancéreux. Voilà, ça donne le ton de la série et à partir de là, ça monte en puissance. Dès la saison d'après, on mixe les folklores celtiques et japonais. On y croise une druidesse qui tue les puceaux et donc évidemment tous les adolescents sont prêts à faire leur première fois. Et un Nogitsune, c'est-à-dire une forme maléfique d'un kitsune qui est un esprit renard à 9 queues, comme quoi il y a un peu de Naruto dans Teen Wolf. Au fil des saisons, s'ajouteront une banshee, des cavaliers fantômes, des sortes de démons squelettes, mais aussi la bête du Gévaudan parce que pourquoi pas. Et bien sûr des loups-garous de toutes sortes. On en a des aveugles, on en a des nazis, il y a même un coyote-garou. Je parlais de folklore celtique et japonais, mais la série emprunte également à la culture sioux, aux mythes germaniques et scandinaves, et explore avec un mauvais goût mais total les tortures psychiatriques du début du XXe siècle, avec notamment une obsession récurrente hyper bizarre pour la trépanation. Bref, vous l'aurez compris, Teen Wolf, c'est une sorte de grand pot pourri foutraque, et la série a parfois des airs de cadavre exquis, on va pas se mentir. Maintenant que j'ai dit ça, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, je suis en train de tourner en dérision un plaisir coupable, mais déjà sachez que malgré le cynisme marketing à laquelle Teen Wolf doit son existence, la série en fait bizarrement transpire la sincérité, et j'ai souvent pensé que c'est parce que c'est le défouloir de son créateur Jeff Davis qui pilote en parallèle la très très codifiée et un peu boring Esprit criminel, mais cette sincérité et cet enthousiasme contagieux ne suffisent pas à expliquer la passion que j'éprouve à ce micro en vous parlant de Teen Wolf. Et donc, pour tenter de l'expliquer, je me suis penchée sur 3 séries qui sont pour moi des piliers. Il y a Lost, avec laquelle j'ai grandi et qui a changé la manière de concevoir les séries au début des années 2000. Il y a The Wire, oui, je cite The Wire dans une chronique sur Teen Wolf, qui est considérée de façon quasi unanime et à juste titre comme la plus grande série de tous les temps. Et plus récemment, il y a SNK, ou l'Attaque des Titans en VF, qui s'est achevée l'année dernière. Et il se trouve que, non seulement il y a un point commun entre ces 3 séries, mais plus d'étonnamment encore, elles le partagent avec Teen Wolf. Alors, je m'explique. Si on doit considérer que les séries sont un spectre, alors Lost, The Wire et l'Attaque des Titans se situeraient à l'opposé de ce qu'on appelle les séries doudou. Ces séries qu'on aime regarder parce qu'on y retrouve un univers réconfortant. Et pourquoi réconfortant ? Parce qu'il est routinier et donc très vite familier. C'est Friends, par exemple. À l'opposé de ce spectre, donc, il y a Lost qui commence avec un crash d'avion et 6 saisons plus tard, il y a des voyages dans le temps. Il y a The Wire qui n'a évidemment pas connu pareille folie parce que c'est une série réaliste, mais on peut quand même noter qu'elle a ajouté une couche narrative par saison en s'ouvrant à de nouveaux points de vue. D'abord les gangs et la police, puis les syndicats, la presse, etc. Comme autant de nouvelles dimensions. Enfin, je spoilerai pas SNK à ce micro, mais une chose est sûre, le point de départ n'a pas grand-chose avec la ligne d'arrivée. On pourrait même dire que c'est pas tout à fait la même série, et c'est exactement ça qui me séduit aussi chez Teen Wolf.
À savoir que son pitch n'est qu'un point de départ qu'il faut bien vite accepter de regarder s'éloigner, parce que son bestiaire tous azimuts, ses intrigues qui jouent parfois sur plusieurs niveaux de réalité, et bien avec tout ça, elle n'a cessé de se réinventer, de réinventer son monde, ses propres codes, et a parfois brusquement changé de ton, il y a des moments où on rigole plus du tout. Et je crois que c'est ça, au fond, que j'attends du temps long que propose une série, que ça soit une aventure de visionnage dont je ressorte transformée parce que la série elle-même s'est transformée avec le temps, et a su changer parfois drastiquement la façon dont je la concevais jusqu'alors. Et mine de rien, c'est assez rare, et surtout ça l'est de plus en plus. En comparaison, et malgré son univers foisonnant, un Game of Thrones est resté sur les mêmes rails narratifs pendant 8 saisons, et il en va de même pour Stranger Things, qu'on citait tout à l'heure. Alors bien sûr, Teen Wolf s'est parfois égaré. Je peux pas dire que la fin m'est complètement convaincue, mais comme on l'a dit de Lost, dont le final a fait beaucoup de déçus, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et celui proposé par Teen Wolf fut particulièrement déroutant, au moins autant qu'attachant. Depuis, il y a eu un spin-off avorté, il y a eu un film en 2022, mais évidemment, j'ai préféré pas le regarder, parce que comme il serait sans doute un peu décevant de revivre un beau souvenir d'enfant une fois adulte, et moi je préfère que Teen Wolf vieillisse tendrement dans ma mémoire. Et c'est la fin de La Perche est dans le cadre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous liker sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, à nous suivre sur tous les réseaux qui existent, mais avant tout Instagram, Twitter et TikTok. Nous sommes également sur YouTube. Merci l'entrepôt. À la semaine prochaine.